Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce deuxième journée, alors deuxième journée d'émission, mais pas deuxième journée partout, pour tout le monde, vous allez le voir, hein, puisque on va ce soir enfin pouvoir naviguer entre l'Afrique et l'Asie, puisque ça y est, jour de coupe au pluriel porte bien son nom, les deux ont démarré, plutôt pas ont déjà, ont démarré. Bonsoir à ceux qui sont déjà dans le chat, je vois Laramie, Nostromo, meilleurs vœux à toi Nostromo, Xixon, Vince est là, Rodolphe et Chris aussi. Ouais, exactement, Rodolphe, ça va voyager sans bouger du canapé. On va pas mal voyager ce soir. Même si c'est pas, ah, si c'est combien en vrai, c'est pas si loin, c'est assez loin quand même. Côte d'Ivoire, Qatar. Je suis nul en distance. Est-ce que l'un de vous des deux gars qui m'accompagnent peut m'aider? Est-ce que Farouk ou Baptiste peut m'aider sur la distance? En heure d'avion, ça doit pas être bien simple. Ça Non, doit ça, pas être. tu traverses quand même toute l'Afrique et toute l'Arabie Saoudite, hein. Ouais, c'est vrai, c'est pas à côté quand même. Bah, surtout que la liaison directe, elle doit pas Oh, il doit pas y exister. en avoir? Oui, il doit y avoir 2-3 escales. Ouais. Bon, voilà. Bon, vous les Mais avez c'est entendus? loin. On- Loin donc. 3000 km nous dit Chris, mais ça c'est en ligne droite j'imagine, donc la ligne droite tu dois pas beaucoup la faire. Farouk a un micro un peu bas, bah, je vais le remonter un petit peu, on va voir quand il va parler. Bah, de toute façon on va y aller, je vais pouvoir les saluer. Puisque vous les avez entendus, ils sont deux à m'accompagner ce soir, vous allez les entendre. On va faire comme dans le générique, on va faire dans l'ordre alphabétique, hein. Je suis désolé Baptiste, il y a un moment où il va falloir changer de nom, hein, si tu veux passer premier. On va saluer l'autre papy de Hello, hein, je m'inclus avec, forcément. L'autre papy de Hello, Monsieur Farouk Abdou, que je suis ravi de retrouver. Meilleurs vœux, mon Farouk, et puis bah écoute, bonsoir. Merci Nico, bonsoir à tous, bonsoir à tous les auditeurs. Bon, c'est vrai que au petit jeu de l'ordre alphabétique, je vais quand même gagner Ah, systématiquement. t'es bien, ouais, t'as bien, C'est bien. c'est un peu de la triche. Et donc, c'est parti pour un mois de Cannes. Celle-là, il me semble médiatiquement un peu plus attendue que les dernières. Donc, je pense que ça va être un spectacle très sympa. Ouais, et il y aura, on va pouvoir, on en parlera dans un instant, mais effectivement, j'ai l'impression, alors on va pas utiliser le mot hype, certainement pas nous, parce que c'est un peu chiant ce mot, mais c'est vrai que pour le coup, je suis assez d'accord avec toi, je sens qu'il y a un petit peu plus d'enthousiasme pour la compétition un petit peu partout, peut-être à raison aussi, mais bon, on va voir. C'est aussi la première CAN post-Covid, hein, on va dire, hein, puisque Cameroun, il y avait encore les effets de la Covid, hein. Bah, c'est-à-dire, on se souvient particulièrement pour Cameroun, pour le huitième de finale du Cameroun contre les Comores, si je dis pas de bêtises. Les cas de positifs au Covid avaient beaucoup pénalisé les Comores, avaient mis pas mal de sélections en difficulté parce que beaucoup de joueurs étaient forfaits durant la compétition. Là, effectivement, on revient à une situation où c'est moins problématique de ce côté-là. Ouais, alors on va saluer ma foi, on va saluer Rudy, on va saluer Arklun qui ont aussi débarqué, on va saluer Lukman de 22,99 aussi, Al-Rami qui envoie la première mine de la soirée, je pense qu'on va en parler de son cas, mais on va y revenir dans un instant, le temps de saluer celui qui, lui, va nous occuper sur la partie asiatique, en attendant sa chère Corée du Sud, c'est lundi, hein, la Corée, il me semble. Monsieur Baptiste Exactement. Mourigal, meilleurs vœux aussi Baptiste, et bah, bonsoir, Hum, écoute. Bonsoir Nico, bonsoir Fauquet, bonsoir à tous et mes meilleurs vœux effectivement. Nous aussi on est parti pour un mois de Coupe d'Asie très médiatisé mais à un point, ça ressemble aux années précédentes. On est bien, on est très très bien. Voilà, vous voyez que Baptiste est en forme. Imaginez dans 2 jours, quand il va falloir insulter Klinsmann, si sa Corée du Sud fait un match du digne de l'Ouzbékistan. On va être bien, on va être magnifique. Euh, On va saluer Letko qui est dans le chat. Voilà, ça commence à chauffer Mama Baldé. On va en parler dans un instant. Vous l'avez compris, on va débriefer la journée, que ce soit du côté de la CAN ou du côté de la Coupe d'Asie. On va commencer par ce qui vient de se terminer à l'instant, et puis aussi parce que c'était un petit peu le seul match de la CAN. Euh, on fera peut-être un peu plus dans le sommaire, on fera différemment les autres fois. On verra d'ailleurs comment on s'organisera. On va commencer directement par la CAN avec toi, Farouk. Alors, je t'avoue que hier, j'ai parlé un petit peu de la cérémonie d'ouverture qu'on a eue au Qatar, qui était assez magnifique, même si on en parlait avec Letco, hein,
si t'es pas arabophone, t'as rien pigé à ce qui se passait, parce qu'on avait eu droit à une comédie musicale, où on nous racontait une histoire, il y avait des chants, on comprenait rien à ce qui se passait, mais c'était très très beau. J'ai pas vu la cérémonie d'ouverture ivoirienne, je sais pas si tu l'as vu, je sais pas ce que ça a donné. Ce que l'on peut dire déjà, c'est que le stade est incroyable, et ça C'est pour vrai, le et puis coup... pour ma part, oui, effectivement, je vais être tout à fait transparent. Je me suis connecté juste pour voir le match. Je n'ai pas vu j'ai vu quelques petits extraits de la cérémonie, ce qui a l'air d'être une belle fête populaire. On sent un vrai engouement, une vraie ferveur, parce que pour le coup, il y a eu un an supplémentaire d'attente, le temps que les stades soient finis. Je pense que ça a beaucoup fait monter l'attente en Côte d'Ivoire. J'ai l'impression que là, vraiment, les gens sont heureux que ça démarre et il y a une attente très, très conséquente. Ah bah, de toute façon, l'attente, on l'avait évoqué, hein. Enfin, tout le monde en parle aussi. Ça fait 40 ans, hein, que la Côte d'Ivoire attend, hein. Ils en ont eu qu'une organisation de Coupe d'Afrique. C'était il y a 40 ans. Et clairement, on la sent, hein. Bon, j'ai un petit peu suivi la journée via Bein, qui a tous ses envoyés spéciaux sur place. Pour le coup, médiatiquement, elle est, elle est aussi bien suivie que l'Asie. Mais pour le coup, ils ont envoyé du monde. Et c'est vrai que tu la sens, hein, cette ferveur, le stade qui est rempli 2 heures avant. Enfin, voilà, il y a moyen, tu vois, tu parlais dans l'introduction sur le côté, elle a l'air d'être particulièrement attendue cette CAN. Je sens aussi que du côté de la ferveur, ça risque d'être assez exceptionnel. Bah, c'est-à-dire que il va y avoir aussi d'autres facteurs. La Côte d'Ivoire a pas très bien réussi ses dernières CAN. Le fait que pour une fois, il y a eu, ça, il y avait eu un peu la même chose pour le Cameroun, c'est-à-dire plutôt un report qu'un retrait. C'est-à-dire le fait d'avoir eu un an supplémentaire pour bien fignoler toutes les préparations ont fait que c'était un petit peu en Ouais. sursis. Donc il y a eu, je pense aussi, un soulagement que ça ne tourne pas comme pour la Guinée, par exemple, parce que pour la Guinée, ça avait carrément été retiré, l'organisation de la CAN. Ça a aussi amplifié l'attente, et pour pas mal de joueurs, ça peut être pas facile à assumer, en particulier quand tu entres dans le stade, qui est assez imposant, et que tu vois tout un peuple qui attend. Ça peut être difficile à assumer au début. Ouais, alors je vois, hein, Rodolphe qui nous dit qu'il y a eu une très belle cérémonie. On parlera du match dans un instant avec Seko Fofana, avec le milieu de terrain de la Côte d'Ivoire, surtout, je trouve. Il y a beaucoup de choses à dire aussi sur le reste. On va parler du match dans un instant. Il y a Xixon qui nous dit au moins c'est gratuit sur YouTube pour la Coupe d'Asie. C'est vrai que là, pour le coup, on y gagne, tout le monde peut l'avoir parce que pour le coup, la CAN, si t'es pas abonné à Bein, bah c'est streaming, mec, hein. Donc voilà, on parle d'un pays de foot et d'une CAN avec presque tous les grands présents, nous dit Eliezer. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Après, pays de foot, en Afrique, il y en a quand même un paquet, hein, de pays de foot. Donc, voilà, mais c'est vrai que voilà. Et par rapport au stade, hein, je reprends le terme de Xixon. Et je me suis fait la remarque quand les gars de Bein, le compte de Bein Sport, s'amusent à partager des espèces de petites vidéos ou de photos vues des tribunes et tout. C'est plus qu'une piste d'athlétisme. J'ai l'impression que tu es quand même extrêmement loin du terrain, hein. Ils ont pris une photo, je sais pas si tu l'as vu passer, Farouk, la photo du poste commentateur. Euh, Bon courage pour commenter l'ailier qui est à l'opposé de ta position, hein. C'est vrai, pour ce stade-là, c'est en particulier exacerbé. Suivant où tu es placé, il faudrait pas entendre parler du match et, et pas suivre ça de près. Ouais. Mais c'est vrai que c'est dommage, parce qu'il y a énormément de stades qui sont construits sur ce même patron, où t'as pas cette capacité à vraiment avoir une pression, une ferveur qui est très très près de toi. Je trouve que c'est surtout en particulier pour une piste d'athlée, sachant que les compètes d'athlée continentales, elles font pas énormément de public. Moi, quand j'habitais au Maroc, j'avais couvert les championnats d'Afrique d'athlée au Grand Stade de Marrakech. Bah, c'était galère de remplir le sac. Donc pour le coup, tu te dis, finalement, est-ce que c'était pas mieux de faire cette piste-là dans un stade spécifique plus petit pour que ce soit bien rempli, et pourquoi la mettre, enfin, pourquoi est-ce que c'est nécessaire de mettre des pistes d'athlée partout, quoi. Alors, je sais pas si c'est une colle, mais est-ce que ça pourrait être une histoire comme dans pas mal de pays, hein, c'est le cas, même c'est même le cas dans certaines villes françaises même, hein, sans aller à l'étranger. Tu mets une piste d'athlée parce que ce sont aussi des stades plus ou moins liés à la municipalité et ça permet de rentabiliser, façon de parler, un petit peu plus vite. Enfin, ça rentabiliser l'investissement. Je sais pas si tu rentabilises un stade, mais tu vois ce que je veux dire? Bah, après, le truc, c'est que ça dépend de la cadence d'utilisation. Ouais, je pense en particulier à la CAN en Angola, où très très peu de temps après, les stades ils étaient devenus obsolètes.
Et c'était surtout en partie parce qu'il se passait quasi plus rien dedans après la CAN. Donc c'est à savoir, est-ce que c'est vraiment utilisé après? Ça, je ne saurais pas le dire. Alors, comme nous dit la Rami, c'est peut-être pour faire des rassemblements politiques. En tout cas, ça permet au président d'arriver en voiture. Je sais pas si tu as vu l'image, mais il a fait quand même mieux que Claude Bèze. C'est-à-dire que lui, il n'est pas allé au pied des tribunes avec la voiture, il a fait le tour du stade en voiture. Ah bah, plus spectaculaire que ça. Moi, j'ai souvenir d'un match préliminaire de Ligue des Champions du Wydad, je sais plus si c'était en RDC ou ailleurs, où carrément il y a une arrivée en hélico 10 minutes avant le match. Donc pour le coup, piste d'athlée ou pas piste d'athlée, quand on se donne les moyens d'arriver autrement, on peut arriver autrement. Ouais, voilà. Ah, c'était plus qu'une papa mobile, hein, Rodolphe. On peut citer la marque. C'était une énorme Mercedes, je crois, un truc de fou, hein, la bagnole. Donc voilà. Après, pour la Côte d'Ivoire, c'est important d'avoir des stades avec des utilisations autres que le foot. Ouais, mais je pense que c'est valable un petit peu partout, Lukman. Mais c'est vrai que pour le coup, bon, c'est extrêmement large. Je ne sais pas quel est le ressenti des supporters. Après, on va pas se mentir, quand on a vu la ferveur qu'il y a eu, tu voyais l'ambiance pendant le match. Et ça, Farouk, c'est aussi présent très souvent en Afrique. C'est même le cas. Enfin, on fait souvent le parallèle, hein, les cousins, comme on dit, hein, les frères entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. Parfois, le match, tu t'en fous un peu, hein, t'es là pour l'ambiance. Hein. C'est vrai, mais par contre, si on transpose ça à la config club, des clubs qui vont être capables de remplir des stades comme ça, sauf erreur de ma part, l'ASEC Abidjan va pouvoir le faire. Ouais, et encore épisodiquement. Bah, si, avec une bonne génération, et puis d'ailleurs en particulier quand ils avaient remporté la Ligue des Champions au début des années 2000, il y avait beaucoup de public et une vraie ferveur. Mais après, quand les résultats suivaient plus, c'était un peu plus compliqué. Mais c'est tout. Enfin, je veux dire, ça va être beaucoup. Si un club est capable de remplir des stades comme ça, ce sera l'ASEC Abidjan, mais pas beaucoup plus. Ouais. Et on va remercier Everson11 pour le follow. Merci à toi et d'avoir déclenché le premier goal de Panama de la soirée. Bon, voilà, en tout cas, pour le coup, alors c'est vrai que, parce que c'est aussi des choses qu'on entend, tu vois, souvent dans le côté un petit peu. C'est un point commun que peut partager l'Afrique et l'Asie sur la notion de condescendance quand certains Européens regardent dessus. Pour le coup, on pourra pas taper sur le stade. On pourra probablement pas taper sur les stades, hein, puisque on l'avait déjà dit, et tu l'avais raconté dans un 9-10, justement, cette fameuse année de plus pour pouvoir tout finir, tout boucler. On devrait avoir quand même de sacrés stades, hein, pour la CAN. On a déjà de sacrés stades pour la Coupe d'Asie parce que ce sont les stades de la Coupe du Monde. Pour la CAN, ça va être le cas aussi. On va avoir des stades top niveau, hein, pour le coup. C'est vrai. Et puis la Côte d'Ivoire a bien accéléré durant l'année supplémentaire. Ça a permis quand même d'avoir un rendu un peu plus cohérent dans l'ensemble. Mais c'est vrai aussi que par rapport à une année où ça avait été très compliqué, l'année où c'était la Guinée équatoriale qui avait pris le relais, pour le coup, là, il y avait eu très peu de temps de préparation. Donc, oui, il y avait eu des critiques, mais c'est surtout qu'il y avait eu un laps de temps tellement faible Ouais. pour l'organiser en remplacement que c'était obligé que le rendu allait pas être bon niveau infrastructure. Ouais. Alors, on va justement se projeter un petit peu sur, enfin se projeter, non, revenir sur ce qui s'est passé après la cérémonie d'ouverture, ce qui est peut-être plus important, hein, même. Et tu l'as dit, l'entrée en lice des éléphants, l'entrée avec cette pression. Pour beaucoup, ils sont les grands favoris de la compétition. Je ne sais pas si pour toi, ils sont les grands favoris de la compétition aussi, d'ailleurs, tu pourras me le dire, pourras nous le dire. Tiens, justement, je vais commencer par cette question. Pour toi, ce sont les grands favoris de la compétition? Personnellement, non. Moi, personnellement, je trouve qu'ils ont la capacité, comme le Cameroun lors de l'édition précédente, à assumer un rôle important dans la compétition, voire intégrer potentiellement le dernier carré. Mais à mon sens, mais c'est mon avis et je comprendrais que d'autres ne soient pas d'accord, je pense que ce serait le maximum pour la Côte d'Ivoire d'atteindre le dernier carré. Bon, c'est un avis que je partage. Pour moi, la Côte d'Ivoire est un très très bon prétendant, mais pas le favori. C'est voilà. Mais on verra, on verra. En tout Moi, cas, j'ai une finale dans la tête et la Côte d'Ivoire n'en fait pas partie. ouais. Ok. Est-ce que le Sénégal en fait partie, juste comme ça? Le Sénégal en fait partie, oui. Ouais, ok, c'est bon. Je pense qu'on a à peu près les mêmes favoris. Euh, Et Donc voilà. petite dédicace à Loukman que je connais qui est dans le chat, le Maroc fait partie de 50% de la finale auquel je pense.
Je pense que vous avez deviné, il n'y a pas besoin de bac plus 12 pour deviner la finale de Farouk. Mais voilà, et voilà. D'ailleurs, on a droit aux flammes, le Maroc de Lookman. Merci mon roi, te dit-il. Voilà, bon, on en parlera quand il faudra, hein, quand viendra le tour du Maroc. On va donc s'intéresser à ce qui s'est passé aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire, justement. Avec. Alors, on va. Je vous laisse passer. Voilà, je laisse passer. Merci à Sauron Stream pour le follow, pour le goal de Panama. On va revenir sur ce match. J'ai pris une photo, hein, on n'en a pas beaucoup pour l'instant, qui sont tombés. Bonsoir à toi, Sauron, et merci pour le follow. Cette photo de Seko Fofana, parce qu'on le sait, c'est toujours très compliqué. Et c'est quelque chose que l'on a déjà dit hier, hein, par rapport à Qatar-Liban. C'est quelque chose que l'on va dire aussi tout à l'heure par rapport au premier match de l'autre groupe, hein, les autres premiers matchs des sélections qui entraient en lice en Coupe d'Asie. C'est toujours très très compliqué d'entrer dans une compétition. Ça l'est d'autant plus quand tu es le pays organisateur. Tu parlais, Farouk, de cette pression. La pression, ils l'ont quand même rapidement absorbée, hein, les Ivoiriens, parce qu'ils ont déclenché tout de suite. En fait, ils se sont facilité le match ce soir. Ils se sont facilité le match. On sentait tout de même sur les premières prises de balles et les premiers dégagements quand même un peu de fébrilité, ce qui est un petit peu logique. Et puis il devait y avoir quand même un peu de pression dont il faut se débarrasser. Il est vrai aussi que cette mauvaise relance du côté de la Guinée-Bissau, très très bien exploitée par Seko Fofana, a permis de se faciliter la tâche tout de suite. Et dans l'ensemble de son match, Seko Fofana, comme milieu axial, il t'apporte tout ce dont tu as besoin en termes d'impact, et puis surtout la frappe de balle. Ouais, quand il les deux écrase frappes quand qu'il il met, éclate la transversale derrière. oui, c'est-à-dire que c'est un peu un aperçu qu'on avait eu à Lens de ce qu'il est capable Ouais. de faire. Tu rêves d'un milieu axial qui t'apporte ça. Donc ils se sont beaucoup facilité la vie grâce à ça. Le match a tout de même un peu ronronné à partir de la 20e et puis un peu entre les deux buts. La Côte d'Ivoire a plutôt bien entamé son match, et puis il faut souligner l'apport de Bamba, Fofana et Boga qui font quand même un bon match. Personnellement, avant le deuxième but de Crasso, c'était un petit peu une prestation compliquée. C'était lourd sur ses épaules de prendre le relais de Haller, mais le numéro d'équilibriste qu'il fait sur le deuxième but sauve quand même beaucoup son bilan. Ah bah Voire ça lui plus sauve. que ça. Ah, ça lui sauve son match, parce que moi je t'avoue que je suis d'accord avec toi là-dessus. Moi, Crasso, jusqu'au but, je me dis mais et dans ma tête, tu vois, Mais c'est un point c'est d'appui quand même assez puissant. ouais, mais tu vois, c'est une des raisons pour moi qui fait que la Côte d'Ivoire ne peut pas gagner cette CAN. Il n'y a pas un 9. Tu vois ce que je veux dire? Et jusqu'ici, Crasso, le match qu'il fait est très 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 moyen, je trouve, dans l'ensemble. Et le petit jeune du Red Bull Salzbourg qui rentre, bon, il n'a pas vocation à débuter, mais il a l'air d'aller vite, hein. Enfin, il a montré des capacités de vitesse intéressantes. Évidemment pas au point de débuter, mais il a plutôt bien pris le relais. Ça serait intéressant de voir les autres bouts de match qu'il peut essayer de faire. Ouais. Ça peut être bien. J'ai vu 2 choses qui peuvent peut-être poser problème, et il va falloir voir contre une opposition un peu plus sérieuse ce que ça va donner. Les relances de la défense, un peu incertaines. Diomandé a été sur le fil du rasoir, à plusieurs reprises, notamment sur la relance qui a failli coûter un but, en deuxième mi-temps. Et surtout, il y a eu 2 séquences, peut-être je ne sais pas si je suis le seul à les avoir vues, mais c'est possible. Il y a eu 2 séquences, qui ont duré 2 fois 10 minutes où la Côte d'Ivoire presse très haut. La Guinée-Bissau s'en tire très facilement à chaque fois. Si tu fais ça contre une équipe, un peu plus sérieuse et offensivement, et qui a les moyens de te faire mal, que tu presses très haut et que tu te fais dépasser 2 lignes très facilement, ça peut très, très mal se terminer si tu joues contre une équipe plus forte. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, je partage ta vie. On les a vus se faire piéger dans leur dos aussi, assez fréquemment. Il y a eu quand même des situations, il y a eu quand même eu de vraies situations pour la Guinée-Bissau.
Alors, pas non plus de quoi dire que la Côte d'Ivoire Faut se s'en sort pencher bien, on là-dessus. va pas abuser non plus, hein. Mais en fait, on est en train d'essayer de chercher des éléments. Alors, c'est le premier match aussi, on fait attention. On va pas non plus commencer à dire c'est bon, ils ont gagné un match, ils sont champions, ou attention, il y a des trucs qui vont pas, donc c'est fini pour eux. Euh, Ça, c'est valable pour tout ce que l'on va dire ensuite, même sur les autres sélections dont on va parler par rapport à l'Asie sur les matchs du jour. Mais c'est vrai qu'il y a des petits points d'amélioration qu'il va falloir aller trouver parce que ça va se payer très très cher quand tu vas jouer des formations d'un autre calibre. Non, et puis pour le coup, à part quand la Guinée-Bissau a réussi à casser ce pressing-là, il y avait quand même une plus ou moins bonne facilité à trouver des positions de centre, à trouver des positions de tir, qui effectivement, contre des équipes plus efficaces, peuvent poser problème. Après, pour la Guinée-Bissau, effectivement, Mama Baldé, Ouais. les 2 occasions qui se procurent en première mi-temps, bah, Le 2, alors c'est le 2 c'est contre 1, c'est criminel, hein. oui, en fait, il fait en sorte, il facilite le fait que Diomandé revienne parce qu'il s'excentre un peu. Alors, c'est très facile de parler depuis son canapé, mais sur la première, la tentative de ciseau Ouais, est ça, on peut pas peut-être trop lui pas le reprocher, je pense. ouais, je sais pas, ouais, oui, mais Parce qu'il est pas c'est forcément bien positionné, il peut faire que ça, en fait. non, non, bien sûr, mais c'est vrai qu'après, tu sors avec un sacré mal de tête parce que la Guinée-Bissau, a participé à 3 donc là, c'est la 4e CAN d'affilée. Les 2 CAN d'avant, c'est-à-dire 2019-2021, ils ne marquent pas de but. Donc c'est-à-dire que tu arrives avec une responsabilité de faire en sorte qu'une équipe qui a pas mis de but depuis Mmh. 8 matchs Mmh. en mette un, c'est pas facile. Heu, le petit jeune qui joue au Danemark a fait une bonne entrée, Faculino, qui joue à Midtjylland, il a fait une bonne entrée et c'est lui qui met la frappe, cadrée sur la bonne passe de Baldé, mais entre ça et la blessure et le fait qu'ils ont eu une réaction très, très tardive, c'est tout de même quand même un peu trop léger Oui. dans l'ensemble. Ouais, Ouais. on est d'accord, hein, maladroit Baldé, nous dit Rodolphe. La victoire de la Côte d'Ivoire ne souffre d'aucune contestation. Les éléphants n'ont pas démérité face à une équipe guinéenne qui est passée complètement au travers, nous dit Nostromo. La défense de la Guinée-Bissau m'a fait réellement peur. Trop de relances approximatives et trop de ballons perdus bêtement. C'est aussi un effet. C'était surtout en première mi-temps, c'était assez dingue là-dessus, à quel point la facilité avec laquelle les Ivoiriens récupéraient les ballons assez haut quand même. T'avais la sensation sans avoir à véritablement déclencher un pressing de fou furieux non plus, quoi, hein. C'est vrai, mais du coup, ça les a peut-être aussi enfermés dans une petite zone de confort en se disant: «Ça va passer» et finalement, passer la 20e minute et puis passer le deuxième but, ils sont plus en mode gestion. Alors après, oui, sur une CAN de 7 matchs où on s'était fait la réflexion, où déjà chaque choc est intense, où ça peut faire très mal, tu peux ne pas en vouloir à une équipe de commencer à gérer. Hem, finalement, eux, ils avaient le sentiment de ne pas en avoir vraiment besoin d'accélérer, ils l'ont peut-être pas vraiment fait. Ils ont pas eu besoin, ils l'ont pas vraiment fait, ils ont Non, gagné non, leur oui, match non. 2-0 en gérant tranquillement. Franchement, ils ont réussi leur entrée et on parlait de la ferveur, ils ont réussi à l'entretenir. Bon, je pense qu'il y a pas beaucoup d'efforts à faire, hein, pour l'entretenir la ferveur, mais voilà, ils ont parfaitement initié leur compétition concrètement. C'est vrai. Après, bon, effectivement, depuis longtemps, le match contre le Nigeria est attendu comme étant un test, qui va être révélateur de beaucoup de choses, je pense, dans le bon et le mauvais sens. Ce qu'il fallait, c'est aborder ce match-là avec 3 points. Ils l'ont fait. Ouais, exactement. Et justement, j'allais te lancer sur ce fameux match face au Nigeria. Nigeria qui joue demain d'ailleurs. On en parlera juste après. Tout ce que l'on a dit sur les quelques petits points de fragilité ou d'amélioration, d'axe d'amélioration à entrevoir pour la Côte d'Ivoire, justement, tu l'évoquais il y a quelques instants, le fait de se laisser, je vais pas dire percer parce que c'est un peu abusé, mais de laisser autant de situations possibles aux adversaires face à l'armada absolue du Nigeria, qui est probablement le truc le plus fou de cette CAN, offensivement Non, parlant, ça peut faire très offensivement, mal. ouais. Ouais, En oui, fait, je parle uniquement offensivement, parce que le Nigeria, défensivement, c'est un autre débat. ils n'ont pas beaucoup de solutions de réserve au milieu de terrain. Je pense en particulier peut-être plus à des équipes où il y a la facilité, pour faire de la transition. Ouais. Le Nigeria a de très bons ailiers, a des bons attaquants de pointe, mais je pense à des équipes qui
qui aura suffisamment de relayeurs de talent pour vite faire 60 mètres au ballon et révéler les espaces là où ils sont. Pour le coup, peut-être le Nigeria, c'est plus, c'est quand même plus un problème en attaque placée avec la percussion sur les côtés Hmm. et si tu laisses des morceaux d'opportunité à Osimhen ou à désormais Terem Moffi comme backup, Ouais. ça peut poser problème, mais peut-être moins pour de la transition. Je pense à d'autres équipes pour de la transition. Et puis, comme le dit Lookman, j'allais te lancer un petit peu aussi là-dessus. Le milieu ivoirien, c'est quand même une dinguerie, hein. Là, les trois du milieu, Fofana, Kessié, Sangaré. Bah, un sentiment de puissance et d'impact Voilà. très important, très très important. Va falloir exister, hein, face à eux, hein. Va falloir la tenir, cette pression physique et cet impact qui te mettent tout le match, hein. Et en plus, c'est pas que un impact physique, hein. Je veux dire, je pense qu'il y a plus besoin franchement, il n'y a pas besoin de les présenter, les trois. Je pense que tout le monde les connaît, hein. Bah, il y a peut-être des équipes qui du coup vont être obligées d'être un peu plus prudentes. Il y a des équipes qui commencent à explorer des options quand elles jouent à 3 au milieu où c'est un seul 6 et deux 8 qui jouent un petit peu plus haut. Vu les zones que couvrent ces milieux-là et l'impact qu'ils peuvent apporter, si tu n'apportes pas un répondant physique équivalent, tu peux vite être débordé. Mais une fois de plus, Il faut les armes, hein, pour répondre à cet impact physique. Si tu veux aller jouer sur ce domaine-là, faut les armes. Et qui les a? faut les armes. Mais si eux, ils commencent à... après, je sais pas contre qui ils le feront, mais là, pour le coup, je me permets de réinsister, mais les phases de pressing très très haut, là, tu n'as pas Oui, besoin d'être super puissant pour les dépasser. oui, c'est vrai. Si tu as une bonne qualité de passe, Ouais. aussi puissant soit-il, avec quelques mètres et quelques secondes de retard, tu peux facilement les déborder. Mais ça m'étonnerait qu'on les voit faire ça contre des équipes mieux Ouais. programmées pour aller plus loin que ça. Ouais. Concrètement, on aura du mal à imaginer les voir essayer d'imposer ça à du Maroc ou à de l'Algérie, quoi. Bah, c'est compliqué parce Ouais. que Ah ouais, complètement. en 3 passes, si tu montes à 5 ou 6 comme ça, en Ah bah 3 avec eux, en passes, 3 passes, t'es mort, hein. tu as effacé 2 lignes et puis il y a des espaces de partout. En tout cas, voilà, la Côte d'Ivoire a réussi son entrée, hein, victoire 2-0. On sait à quel point c'est toujours compliqué d'entrer dans une compétition. On sait que c'est encore plus compliqué quand tu es le pays hôte. Donc et puis ils s'achètent aussi de la tranquillité parce qu'ils vont aborder le match face au Nigeria avec déjà 3 points. On sait que dans cette formule, et on va en reparler fréquemment, souvent, où franchement, avec une victoire, tu es déjà quasiment qualifié. Enfin, tu l'es même presque, je Avec pense. 4 points, Avec 4 tu es points, tu quasiment l'es. qualifié. 3 points, il peut arriver que tu as une trappe qui s'ouvre. Ouais, voilà, c'est ça. Tu peux être, comment dirais-je, tu peux être le cocu des 3 points, c'est ça. Bah, c'est surtout quand on regarde l'historique de toutes les compètes à 24, des occurrences où une équipe à 3 points pense avoir fait le plus dur et avec le jeu des différences de but ou si d'autres troisièmes se sont mieux démerdés, finissent par sortir, ça arrive assez fréquemment. Ouais, c'est vrai. Ouais, après, il leur restera le match face à la Guinée équatoriale. Alors, on va aborder un petit peu justement le programme de demain avec toi, Farouk. Le deuxième match de ce groupe-là, Nigeria, Guinée équatoriale, ça sera le match de 15h. Je vais vous donner le planning, hein, comme ça on sera complet là-dessus. 18h, Égypte, Mozambique. 21h, Ghana, Cap-Vert. Donc groupe A qui se termine et groupe B qui se termine aussi demain. On a 3 matchs. On va avoir des matchs qui vont se chevaucher avec la Coupe d'Asie, hein, forcément. Ça va être ce qui va nous arriver tous les jours, hein, maintenant. Donc il faudra le double écran et tout. Ça va être sympa. Mais bon, bref, on va s'en sortir. En quelques mots sur les matchs de demain, quels sont les points sur lesquels tu dirais qu'il faut faire attention, enfin voilà, les éléments qu'il va falloir. On attend forcément l'Égypte, forcément. On attend un peu, comme je le voyais dans le chat, l'équipe PES Nigeria face à la Guinée équatoriale, ça peut le faire. Je t'avoue que je suis un petit peu entre les deux sur le Ghana Cap-Vert. Je sais pas trop à quoi m'attendre de ce match-là. Mais en gros, concrètement, les points qu'il faut noter pour les matchs de demain. Bah pour le match de l'entame de l'après-midi,
effectivement, le Nigeria va être très suivi. Moi, j'avais vu un observateur de l'équipe du Nigeria sur Twitter qui avait dit qu'au final, la blessure de Victor Oko Boniface était peut-être une simplification de la vie pour le sélectionneur, parce que la cohabitation Osimhen-Boniface allait peut-être pas être facile, et que là, pour le coup, la hiérarchie ne souffrait pas de contestation, et que Et en peut-être plus, l'arrivée de Mofi comme backup, qui sait qu'il a un backup, allait pas poser problème de ce point de vue-là. et presque, j'ai envie de te dire, dans l'absolu, Boniface et Osimhen, c'est un profil plus proche que Osimhen-Mofi. C'est vrai, et le problème se serait peut-être posé de se dire, même s'il y a une hiérarchie en place, Boniface qui a fait une première partie de saison de fou, enfin c'est ce que cet observateur laissait entendre, c'est que peut-être il allait y avoir peut-être des petites fioritures sur est-ce que je me contente de du poste de backup ou pas, débat qui désormais n'a plus lieu d'être, Hmm. vu que Boniface est forfait. Donc je pense Ouais, que ça, Osimhen ayant les coups des franches, on attend tout de même une bonne prestation de sa part demain. Je vois le Nigeria s'imposer. Pour ce qui est de l'Égypte, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de voir avec quelle config ils vont démarrer sur les côtés, parce que finalement, c'est vrai que Mohamed Salah évolue sur un côté, mais de l'autre côté, il y a pas mal d'options entre Zizou, Trezeguet, Karaba et Omar Marmouche. Donc c'est une équipe où il y a pas mal de mouvements. Je trouve qu'il est un peu plus joueuse que ses éditions et générations prédécesseurs. À voir comment ça va se concrétiser. Et pour le soir, c'est sûr qu'on attend quand même beaucoup de Mohamed Kudus et d'un Ghana qui peut-être sur lequel les attentes sont. C'est difficile à dire pour une compète où souvent on peut commencer à dire qu'il y a 7-8 favoris. Mais moi, de mon point de vue, le Ghana a moins de pression que d'autres, et que ça peut être aussi un contexte qui peut lui permettre d'évoluer un peu masqué et d'être un peu plus serein. Mais en particulier, on suivra Mohamed Kudus. Ouais, mais c'est vrai que par rapport au Ghana, c'est vrai que c'est assez bizarre de dire ça par rapport au Ghana, de pas en attendre grand-chose, mine de rien, ne pas leur mettre de grandes exigences. C'est aussi lié aux résultats, hein, parce que voilà, la dynamique, elle est pas fofolle, hein. Ils ont quand même pris une tôle face aux États-Unis. Faut y aller pour prendre une tôle face aux États-Unis de Berhalter, hein, quand même. Mais bon, bref, c'est pas foufou en termes de dynamique non plus, hein, pour le Ghana. Donc voilà quoi. Mais alors c'est vrai que les frères Ayou commencent un peu à se rapprocher du bout du chemin. Donc c'est vrai aussi qu'il y a un changement de génération qui est en train de s'opérer. Moi, je me souviens dans la manière avec laquelle les médias le présentaient aussi, surtout, c'est que comme mondialiste, c'était un mondialiste qui avait fait un exploit en sortant le Nigeria en barrage. Du coup, dans une hiérarchie où tu as 5-6 favoris qui se dégagent et qui peut-être tirent un peu plus la couverture à eux, il y a souvent le réflexe de se dire que, contrairement à l'époque où on a dépassé l'époque où le Ghana portait sur ses épaules l'espoir de l'Afrique, en Oui. particulier en Coupe du Monde, où le Ghana attirait beaucoup sur lui. Euh, il me semble que le Ghana aussi arrive en finale de la CAN en 2010 avec un groupe beaucoup plus jeune, qui était pareil, pas très attendu. C'est plutôt habituel d'avoir tendance un peu à pas les considérer comme favoris, alors que c'est un peu incongru. Ouais. D'ailleurs, pour Lookman, hein, il les voit dans le dernier carré, hein. Donc, le pari est posé, hein. Tu l'as écrit, c'est validé, c'est enregistré. Si le tableau est favorable, ça peut le faire. Ça va dépendre de sur quoi c'est distribué. Est-ce qu'ils arrivent à surprendre l'Égypte? Ça va dépendre de beaucoup de choses, mais ils, ils avancent, à mon sens, masqués par rapport à d'autres équipes qu'on attend plus. Ouais, ouais, complètement. Ça, je te rejoins sur ce coup. Et puis, ils sont dans un groupe où, voilà, il y aura le match face à l'Égypte qui sera le match 2, hein, je crois, j'imagine. Parce que Oui, généralement, si je c'est dis comme pas de ça. bêtises, oui. Ouais, généralement, c'est ça. C'est le match du milieu entre les deux, on va dire, je sais pas si on doit dire tête de série, mais gros de chaque groupe. Ils devraient quand même terminer devant Cap-Vert et Mozambique, le Ghana. Donc, ils ont le temps de monter en puissance aussi tranquillement dans cette compétition. Oui, avec aussi l'aspect, pareil, pour une CAN à 24,
Bah, faut voir aussi qu'est-ce que tu obtiens comme huitième de finale, Mmh. comment le tableau est fait. Mais dans des circonstances favorables, il serait pas interdit de les voir batailler entre quart et demi, oui. Ça, Ouais. c'est ça, c'est ça, c'est sûr. Donc voilà, je vous rappelle les rendez-vous de demain à la CAN: Nigeria, Guinée équatoriale à 15h, Égypte, Mozambique à 18 et Ghana, Cap-Vert à 21h. Voilà à peu près pour le tour de la Coupe d'Afrique. On n'avait qu'un seul match aussi en même temps et il est assez facile à débriefer parce que la Côte d'Ivoire, même si on a dit pas mal de choses quand même dessus, des points qu'il faudra surveiller. Je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter sur cette partie-là, mon Farouk. Je pense qu'on a fait le tour. Et c'est déjà bien. Je pense qu'on est pas mal, hein, je pense qu'on est pas mal. Voilà pour la partie Cannes. Je regarde un petit peu vos messages. Ils avancent masqués, nous dit Lookman qui te rejoint. Des news de Haller. Alors je t'avoue que je n'ai pas vu, je ne sais pas. J'ai pas regardé. J'ai pas vu s'il y avait des nouvelles sur Sébastien Haller. Je sais pas du tout. Euh, voilà. Idem, pour être tout à fait honnête, je ne pense pas qu'il y ait eu des Je pense pas qu'il y ait eu de updates sur la communication, blessure. hein. Ouais, je pense pas que ce soit le cas. Donc voilà. Ce qui m'inquiète concernant l'Égypte, c'est de savoir jusqu'à quel point elle va dépendre de Salah. Ouais. Même si je sais pas si il y a eu une période où c'était un peu on donne la balle à Salah et il se démerde, c'est un peu moins le cas quand même, hein. J'ai- Pour dire un petit peu la curiosité, moi je l'ai mis comme meilleur passeur de la compétition. Voilà. Je le vois, je le vois plus. Non, mais je le vois plus comme distributeur que comme, on va dire, éclair offensif. Après, je suis pas vraiment fan du profil de Mostafa Mohamed en pointe, mais pour le coup, il y aura peut-être plus de responsabilités sur les autres ailiers qui vont l'accompagner. Et je pense qu'ils essayent de sortir de cette Salah dépendance, mais ça va être à charge de Trezeguet qui joue à Trabzonspor et des deux Alaoui de montrer qu'ils peuvent être plus que des lieutenants, quoi. Ouais, c'est ça. Ça va. Le fait de ne pas dépendre de Salah va surtout dépendre du fait de savoir si quelqu'un d'autre ou quelques autres, pardon, vont endosser le costume qu'ils sont censés porter aussi. Bah, Donc si on se base sur leur année 2023 sur les qualifs, c'est plutôt distribué. Les sources de danger, les sources de but, ce n'était pas unilatéral sur Salah. l'Égypte, c'est Halali, nous dit Lookman. L'ossature. Un peu. Avant, c'était l'ossature la plus totale. Maintenant, c'est un peu moins vrai, mais la probabilité que tu aies une compo, il y en a 5-6 minimum, ça c'est toujours le cas. Ouais, mais c'est vrai que, comme le dit Lookman, hein, ça donne une force à cette équipe-là. Alors, c'est toujours des analyses, tu vois, on peut les avoir dans les deux sens. C'est-à-dire que quand ça fonctionne, tu dis que c'est parce que ça leur donne de la force d'avoir une ossature qui joue ensemble. Et quand ça marche pas, tu dis que c'est justement le fait qu'ils jouent ensemble dans le même truc, dans leur même championnat à eux, qui fait que ça suffit pas. Bref, c'est toujours insolvable ce genre de débat. Bref, voilà, les rendez-vous de demain pour la CAN. On te retrouvera demain soir, hein, Farouk, justement. Avec grand plaisir pour débriefer les 3 matchs. Et petit spoiler, tu seras pas le seul Tunisien présent demain soir. Voilà. Eh ben super, Je pense que tu as deviné qui sera avec nous. avec grand plaisir. Voilà. Et ben écoute, à demain mon Farouk. Et puis bonne grosse journée de Cannes, hein. Merci, bonne soirée à tout le monde. Et on va enchaîner donc maintenant avec la partie asiatique, avec la Coupe d'Asie. On a eu 3 matchs aujourd'hui. Pas de Corée du Sud encore pour Baptiste, il aime se faire attendre. Mais des matchs. Alors, la deuxième nation de Baptiste, je pense que je peux le présenter comme ça. Je pense que ça va te faire plaisir, Baptiste, si je dis ça comme ça. Avec l'entrée en lice donc de l'Australie. Et Ouais, en je fait, pense en que ça fait, t'a si fait tu regardes plaisir. bien, aujourd'hui, tu n'as que des pays. Si on coupait la Confed en deux, ils seraient pas en Asie, à part la Chine. C'est C'est fou, hein? vrai, c'est vrai. Et aussi, d'un autre côté, tu peux te dire qu'aujourd'hui, on a eu comment dirais-je, on a eu que de l'Asie de l'Est, au final. Ouais, à part Ouais, la bah, Chine l'Inde, je sais pas où on la et ouais. classe, l'Inde. L'Inde, elle joue avec l'Ouest, avec l'Est, pardon. Ouais. Donc, elle est à l'Est aussi, hein, c'est ça, hein. Elle joue à l'Est, ouais. Non, alors tu veux dire de l'Ouest, puisque le Tadjikistan et l'Ouzbékistan, ils sont côté Ouest. Ah, ils sont à l'Ouest, ouais, je suis un peu paumé dans leur coupure Est et Ouest. Ouais, ok, Il me bon, moi, j'ai semble que rien le dit, Tadjikistan j'ai est dit à une connerie. l'Ouest, ouais. Ouais, Et ouais, j'ai l'Inde, dit par n'importe contre, quoi. est à Bref, l'Est.
J'ai dit n'importe quoi. On va y aller dans l'ordre des matchs du jour. Donc, je le disais, il y avait l'entrée en lice de l'Australie que l'on attendait parce que l'Australie, alors on a beau chambrer habituellement, un petit peu vanner sur l'Australie qui n'a rien à faire là, mais l'Australie, on peut le dire aussi, Baptiste fait partie des prétendants au titre cette année. Oui, 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 c'est toujours un des depuis qu'ils sont arrivés et surtout depuis qu'ils ont gagné en 2015, donc il y a 2 éditions, hein, c'est pas si loin Ouais, que ça. Ils sont considérés comme une équipe, dangereuse qui peut, aller jouer le titre. Après, globalement sur ce qu'on voit d'eux depuis quelques années, ça me paraît très compliqué de les voir remporter le titre, au final. Mais c'est vrai que dès qu'on parle de potentiels favoris, on les met dedans. on est obligé de les mettre dans les. Moi, j'ai dit prétendants, hein, j'ai pas dit qu'ils iraient Oui, chercher le titre. De prétendant. toute façon, on peut Mais dire c'est l'une des équipes à pouvoir prétendre empêcher potentiellement le Japon de mettre des branlées à tout le monde. On peut dire les choses comme ça en fait pour être plus cash. oui, 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 après je pense que si tu veux, comme l'équipe fait souvent, tu sais, des favoris avec des nombres d'étoiles. Je pense que l'Australie, c'est genre 3 étoiles, tu vois? Ouais, Et le Japon, c'est 5 et Corée du Sud, Iran, c'est 4. Voilà, ça serait plutôt comme ça que je verrais le truc. ouais, ouais. Ouais, mais ça se tient, ça se tient. Bref, l'Australie donc débutait face à l'Inde. Alors je vois vos messages hein, dans le chat. Résumé de la journée, c'était assez long. C'est pas faux. Non, mais aujourd'hui, concrètement, on va le dire, hein, aujourd'hui, on n'a pas vu une équipe, alors même si on vient de parler de l'Australie, qui est en mesure par son jeu à gagner cette compétition. Si l'Australie, en faisant si peu face à l'Inde, arrive à gagner cette compétition, tu te dis waouh. Enfin, c'est Non, ça on est aujourd'hui, d'accord. on n'a pas vu une équipe qui soit en mesure de se dire allez hop, on va les retrouver en finale. Ou alors l'Australie se réveille et devient complètement injouable. Alors Sur des attention parce que voilà, c'est une phrase qu'on va employer sur. Je le disais déjà tout à l'heure par rapport à la Côte d'Ivoire, on l'a dit hier par rapport au Qatar. C'était le premier match, donc le premier match c'est toujours très particulier. Donc Ouais, mais tu voilà. joues face à l'Inde. Et tu joues face à. Enfin, franchement, ils ont fait un match de préparation, l'Australie, aujourd'hui. Et comme je l'écrivais dans le résumé, en fait, on peut le voir de deux manières, ce match face à l'Inde. On peut le voir d'un côté en se disant, ouais, bon, l'Australie est quand même pas capable de mettre un carton à l'Inde, de les étouffer d'entrée de match ou des choses comme ça. Mais tu peux le voir aussi de l'autre côté en disant, ils ont géré leur rencontre. Euh, ils ont attendu tranquillement que l'Inde finisse par craquer. D'ailleurs, leur ouverture du score, c'est une boulette du gardien. Ils ont géré leur match tranquillement, les Australiens. Ils n'ont pas eu à forcer. Comme tu dis, Xixon, pourquoi aurait-il forcé? Il n'y avait rien en face. Euh, ils ont... Mais attention à pas se retrouver derrière, à se prendre un but de merde face à la Syrie parce que tu te crois un peu au-dessus et face à un but de merde face à l'Ouzbékistan et au final tu peux ne pas passer à la différence de but. Tout à fait. Et Alors, ça, alors on qu'il va, faut en on va en parler profiter. tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure de la notion de pas se prendre un but de merde ou tout, parce que je vois les messages, hein, Pierre qui nous dit qu'il est très déçu par l'Ouzbékistan. On va en parler de l'Ouzbékistan tout à l'heure, parce que justement, comme disait Baptiste, on n'était potentiellement pas face à des finalistes. Même si moi je me dirais attention à l'Australie, on l'a vu monter en puissance à la Coupe du Monde. Elle a quand même bien emmerdé l'Argentine, hein, l'Australie, hein. Bah, l'Arabie Saoudite a battu l'Argentine, hein, je tiens à L'Arabie Saoudite a préciser. battu l'Argentine et l'Australie passe à Garankuol et fait une colomonie, hein. Oui, mais parce que bon, on va pas en revenir sur l'Argentine, hein, mais Non, tu voilà, attention c'est à ce que tu vas pas. dire. Bah, c'était pas non plus la meilleure campagne de Coupe du Monde de l'Argentine, on va pas se mentir. C'est pas, on a vu des champions du monde beaucoup plus sexy que ça, hein. Le match face à la Croatie, il n'y a pas photo, hein. Oui, mais face à la Croatie, mais tu perds d'entrée face à l'Arabie Saoudite. Ensuite, tu passes pas loin face à l'Australie. Tu as un match dégueulasse face aux Pays-Bas. On va pas non plus, tu vois. Ouais, ouais. Ah, Ouais. Je suis pas d'accord ah, avec toute cette analyse, mais c'est pas grave. On va pas parler de la Coupe du Monde. Mais voilà, on va revenir sur l'Australie dans un instant. Je vois le message d'Al-Rami. Petite stat, il n'y avait que 38 658 spectateurs au stade aujourd'hui sur les 60 000 du stade d'Ebimpe. Il était pas plein, le stade en Côte d'Ivoire? non. Ah, de Oh, Côte d'Ivoire, pardon. ouais, Côte d'Ivoire. Bah, de toute façon, les stades de la Coupe d'Asie sont loin d'être pleins aussi, hein. Alors, Coupe d'Asie, ouais. Alors, tu vois, j'en ai parlé. Letco est dans le chat, il pourra l'écrire dans le chat aussi, hein, mais j'ai vu avec lui euh, en off, on a discuté comme ça parce que je lui disais, parce qu'hier, il nous expliquait qu'il n'a pas réussi à avoir de place pour le match Australie-Inde. En fait, ce qui se passe, c'est que si vous regardez dans les stats, si j'ai bien compris, Letco, tu me corriges si je me trompe dans le chat si tu es toujours là. C'est ce qu'on disait sur les tarifs. C'est 6,50 € la catégorie 3, la première catégorie pour aller voir les matchs. Là, par contre, c'était toutes les places étaient parties. Donc, c'est les autres catégories qui se sont pas remplies, concrètement.
En même temps, En même temps, tu mets pas 30 balles pour voir Australie-Inde. On va pas se mentir. c'est comme moi je veux bien, hein, mais la CAN, à part le match de ce soir, alors moi personnellement je suis pas très fan du football africain, donc je regarde très peu, voire pas du tout. Donc je ne sais même pas ce qui se passe. Donc je ne sais même pas quel était le match, à part qu'il y avait la Côte d'Ivoire. Je sais même pas qui était leur adversaire, pour tout te dire, hein, Ah je bah vais être bravo. transparent. Mais je me dis que c'est comme à la Coupe d'Asie, c'est que les supporters du Cameroun, du Nigeria, etc., vont pas, même s'ils sont sur place, aller voir ce match-là. Ils vont Bah, aller voir les matchs de leur équipe, alors qu'à la Coupe du Monde, tu y vas parce que c'est la Coupe du Monde. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Par exemple, tu as des Français, ils achètent des matchs pour Brésil, je sais pas, Brésil, Corée du Sud, parce que on voit le Brésil, on voit la Coupe du Monde, on y est, c'est un huitième de finale, même les phases de groupe. Là, tu y vas pour voir ton équipe. C'est pour ça que la Coupe d'Asie, si le Qatar est sorti, je pense que ça a sonné creux, hein. Ça risque de sonner assez creux. Le troisième étage du stade était plein, pas le premier étage, nous dit Letco. Voilà, hein, ça correspond à ces catégories-là. Mais il y avait quand même, voilà, on vous en avait parlé, hein, des Indiens qui mettent toujours de l'ambiance dans les stades. Alors pour le coup, ils n'ont pas d'équipe, mais ils ont un public, hein. À chaque fois qu'il y avait une remontée de balle, t'avais l'impression que les mecs avaient marqué un but ou allaient marquer un but. Ils ont failli d'ailleurs, c'était assez drôle de voir. Je sais pas si tu as vu l'action, la tête de Chetri en première mi-temps. Ouais, ouais, je l'ai vu Euh, qui. sur Alors là, il aurait quand un même super sens du timing d'Ari Soutar, hein. il aurait quand même s'impliquer un petit peu plus, mais bon, on va dire, c'est leur seule grosse action du match. Donc, après, il y a l'action avec le gardien, là, enfin, la balle contrée qui a failli prendre le gardien australien à Oui. défaut, mais c'est pas une vraie Non, action causée par l'Inde, quoi. non, c'est ça. Non, après, on va pas se mentir, hein, l'Australie avait pas franchement d'adversaire aujourd'hui. Je vais remercier Zozo Magico 10 pour le follow. Non, il y avait pas une grande opposition. Après, c'est Letco qui disait ça tout à l'heure dans le chat en disant que l'Australie, à part contrer, ils font pas beaucoup de jeux. On va pas se mentir, mais ça, on le dit depuis plusieurs années, depuis que Graham Arnold est à la tête de Ah bah, cette équipe. c'est C'est du les Graham équipes de Arnold, Graham quoi. Arnold. C'est pas des équipes qui sont forcément ultra protagonistes. Si vous vous souvenez de l'Australie de Postecoglou qui mettait un pressing intensif, alors c'est marrant, c'est facile maintenant de dire ah ouais, mais Postecoglou avec ce qu'il fait à Tottenham, bah oui, mais bon, il le faisait partout en Asie, hein. Il l'a fait à Brisbane, il l'a fait avec l'Australie, il l'a fait au Marinos, Il l'a euh, fait au Celtic Glasgow, il l'a fait au il l'a fait Celtic. partout. Mais voilà, c'est pas nouveau ce que voilà. Et l'Australie de Postecoglou, si vous l'avez encore en tête, elle était magnifique. Mais Graham Arnold, on se souvient tous de son Sydney, on se souvient de ses Central Coast Mariners si vous suivez la A-League. C'était des équipes qui n'étaient pas forcément les plus belles à avoir joué. Mais ça marche. Voilà, ça fonctionne, c'est efficace. Là, l'Australie aujourd'hui a été efficace. Elle n'a pas eu à forcer. On va l'attendre. On va l'attendre forcément face à l'Ouzbékistan. Et je pense qu'on a fait à peu près le tour de l'Australie. On va pas y passer 8 jours. Ils avaient rien en face, hein. C'est Ouais, terrible mais pour de toute l'Inde, mais façon, les matchs du jour, ils sont très faciles à analyser, hein. exactement. De toute façon, je pense qu'on commence doucement. Là où ça va commencer à devenir intéressant, c'est à partir de demain et lundi, parce que là, on a vraiment les nations qu'on a envie de voir et qu'on pense aller le plus loin possible. Mais aujourd'hui, c'était assez triste, hein. Alors, je pense que je sais qui est Zozo Magico. Bref, c'est pas grave. Mais justement, on va parler de l'Ouzbékistan quand même, parce que très franchement, c'est un peu l'équipe que tout le monde attend. Alors, pareil, si on reprend ton idée qui est bon, on va passer à la Chine après. Xixon. On fait le groupe en fait. C'est les deux équipes, c'est les deux matchs du groupe. Euh, L'Ouzbékistan, qui est une des équipes qu'on pouvait qualifier de 3 étoiles, Baptiste, hein, selon En la- fait, l'Ouzbékistan, c'est l'énorme paradoxe. C'est-à-dire que quand c'est chez les jeunes, ça a toujours des résultats très intéressants. Et dès qu'on arrive avec les adultes, les A, on va dire, en fait, c'est voilà, ce que dit Xisson dans le chat, c'est un pétard mouillé. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas, ils n'y arrivent pas. et C'est c'est terrible. Et c'est terrible parce qu'ils ont joué la Syrie, qui n'est pas non plus annoncée comme une opposition, l'opposition la plus incroyable. La Syrie a fait alors je suis d'accord avec toi, Xixon, la Syrie a fait un super match défensivement, mais en fait, tu as l'impression que la Syrie savait, alors c'est Hector Cooper, hein, donc on a l'habitude, mais la Syrie avait un plan de jeu, savait comment se... C'est très bête ce que je vais dire, hein, mais tactiquement comment se positionner sur le terrain, savait quoi faire avec le ballon, voilà, sur ses circuits, le pass, des choses comme ça. Et tu t'aperçois que la Syrie a limite les meilleures occasions du match. Et en face, alors,
il y a eu les échanges, hein, ça en a parlé un petit peu sur le Discord. Probablement que Katanec était parti pour un 3-4-3, avec l'idée d'élargir au maximum, d'élargir les lignes, sauf que c'est jamais passé dans les couloirs, ça repiquait à chaque fois, il n'y avait pas de neuf, il n'y avait personne dans la surface. Enfin, franchement, la sensation que les Ouzbeks n'avaient pas d'idée concrètement aujourd'hui. Mais c'est un peu, mais même j'ai l'impression que c'est une constance depuis l'échec de qualification au mondial en 2018. Celui qui s'est joué à rien là, c'est ça, hein. Celui qui s'est joué à rien face à la Corée, justement. J'ai l'impression que depuis, en fait, ils n'y arrivent plus en termes de résultats chez les adultes. Chez les jeunes, ça marche plutôt très bien, mais finalement, au plus haut niveau, ça concrétise jamais. Et c'est vraiment décevant parce qu'à chaque fois, on se dit oui, attention à l'Ouzbékistan, etc. Mais au final, plus personne va les considérer comme une équipe qui peut être un enquiquineur, un outsider, quoi. Ouais, bah, Et c'est dommage parce qu'ils ont des bons joueurs, mais voilà, c'est on ça. sait pas, Et ça tu marche vois, pas. ce que tu dis, ça rejoint ce que dit Sauron, hein, le mental, hein, qui doit entrer en compte. Parce que les Ouzbeks, effectivement, on peut parler véritablement de plafond de verre chez les A. Bon, on va pas s'enflammer trop non plus, on va voir. C'est pareil, ils ont fait match nul, ils ont l'Inde à jouer. Bon, tu te dis qu'avec 4 points, ils vont au moins finir dans les meilleurs troisièmes. Normalement, il ne devrait pas y avoir. Oui, normalement ça va passer, mais c'est que ce qui montre, t'as pas l'impression que ça va venir inquiéter un Iran, Japon, Corée ou même Arabie Saoudite, quoi. On en est loin. Mais je suis assez d'accord avec ce que dit Wade, hein, sur. C'est vrai, ils sont tombés sur un coach qui les connaît, certes. Ils auraient pu jouer jusqu'à demain sans marquer, nous dit Pierre, à part la frappe en dehors de la surface à la fin, ils n'ont rien fait. Non, le premier tir cadré de l'Ouzbékistan, même du match, hein, concrètement, il arrive en toute fin de partie, hein. J'ai plus la minute exacte. Je sais que dans le Discord, on rigolait là-dessus. Mais voilà. Pas plus mal non plus le fait qu'ils ne seront plus considérés ainsi en termes de pression. Je ne sais pas, parce que le problème, c'est que quand tu veux, t'installer parmi les prétendants dans une compétition, il faut aussi, entre guillemets, commencer à faire un petit peu peur à tes adversaires. Et je suis pas convaincu que des adversaires comme le dit, même les adversaires 3 étoiles, je suis pas convaincu par exemple que l'Australie, quand elle va devoir affronter l'Ouzbékistan, elle se dise ouh attention, on est potentiellement en danger. Non. Non, par contre, elle peut se dire que si ça a mal tourné face à la Syrie, parce que la Syrie défend très bien, et ça, faut le dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, si la Syrie, en fin de match, sur un corner, il y a une tête, il y a but, bah, l'Australie, elle peut se dire, attention, l'Ouzbékistan, s'ils ont battu l'Inde 5-0, faut peut-être pas C'est vrai. qu'on... Tu vois, ce côté-là de l'Australie, de ne pas avoir cartouché l'Inde pour se mettre quand même aussi à l'abri au niveau de la différence de but, ils pourraient le regretter à un moment donné. Parce que l'Inde risque d'être un sous-fifre face aux autres, là. Parce que l'Inde, ils ont une capacité physique de faire un match au plus haut niveau comme ça. On va pas se mentir, c'était leur meilleur match de la compétition, je pense. Derrière, ils vont voler. Déjà, on l'a vu face à l'Australie, ils n'ont pas tenu 90 minutes. Non, et puis Donc, au bout d'un moment, ça ressemblait plus à rien. L'action, je sais pas si tu l'as vu, et je sais pas s'ils l'ont mise dans le résumé. Il y a une action en fin de match où il y a 5 frappes australiennes à la suite, 4 ou 5 frappes avec des Indiens qui se jettent et qui la contrent, mais ça n'a aucun sens défensivement ce qui se passe. non, mais de toute façon, l'Inde, c'est une anomalie en termes de football. C'est avec un pays pareil qui fasse n'importe Bah quoi. après, alors, tu fais bien de le dire, mais par rapport à l'Inde, mais c'est une anomalie. Et en fait, j'ai envie de te dire, ils en payent un petit peu les conséquences quand ils ont quand ils ont fracassé leur championnat historique pour le vendre à ING. Je crois que c'était ING à l'époque, IMG. Quand ils ont créé leur espèce de ligue à la con, là où ils ont fait venir les Crespo, les Pires, les je sais pas quoi. Tu sais là avec ils ont deux Oui, avec championnats. les drafts en début de saison. Les drafts en chacun début de achète saison. des joueurs. Enfin. Tu peux pas te développer quand tu crées des trucs avec des franchises qui n'ont aucun sens. Quand tu fais venir des mecs qui étaient à la retraite, que tu les sors de la retraite pour les drafter dans les différentes ligues. En même temps, voilà quoi. Tu vois? Et puis en plus, en ce moment, enfin, ça s'est réglé il n'y a pas si longtemps, hein, c'était l'année dernière, mais ils étaient suspendus par la FIFA. Enfin, c'est un boxon monstre en fait. L'Inde, c'est un boxon. Il n'y a rien y a rien de structuré. Ils devaient organiser une Coupe du Monde féminine, ils l'ont pas faite. Enfin,
C'est Et ça, ça, c'est leur gestion qui est catastrophique. c'est Parce ça. qu'avec en fait, après, on va en parler de la Chine, mais la Chine va finir dans le même truc, hein. La Chine prend la même direction, on va dire. Mais ouais, ouais, non, mais complètement. Je vois les messages. Tac, tac, tac. Eliezer nous dit que ça a manqué de rythme côté ouzbek. Oui, aussi, il n'y avait pas un gros rythme. Mais il n'y avait pas un Bah, gros rythme. après, face à la Syrie, c'est dur de mettre du rythme, Oui, parce que les Syriens, ils font tout, en fait, pour que ça joue calmement, pour défendre. Et ça, c'est comme ça que ça fonctionne pour eux depuis quelques temps. Et c'est très dur de mettre du rythme. Donc, même si je pense que même d'autres équipes comme l'Australie peuvent aussi se casser les dents sur la défense syrienne. C'est très bien en place. Non, la série parasite beaucoup le jeu de son adversaire. ouais, exactement. Alors, je le vois aussi, hein, l'absence de Shomurodov. Shomurodov, chaque fois je le bouffe son nom, hein, ce pauvre garçon. Shomurodov, elle a pesé, oui, forcément dans le profil, elle pèse devant. Je disais que ça manquait de présence aussi devant le but, bah voilà. Mais c'est pas que ça, franchement, c'était dans le jeu, c'est pas très fluide ce qu'a fait l'Ouzbékistan. Bon, c'est un premier match. Attention non plus à pas se mettre trop dans la sauce. Leur match 2 à l'Ouzbékistan, que je vérifie, C'est l'Inde. c'est Donc l'Inde. c'est bon. Bon, voilà. Ça Normalement, ça devrait devrait aller, passer. mais disons que s'ils n'arrivent pas à cartonner l'Inde, ça risque de devenir problématique. Bah, c'est qu'après, il faut finir face à l'Australie. Si l'Australie en plus bat la Syrie, ils sont qualifiés. Donc, Ouais. Bah, ça serait peut-être la meilleure chose qui pourrait arriver à l'Ouzbékistan, hein. oui. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, on va dire un mot, on va passer sur la Chine, on va passer à Chine, Tadjikistan dans un instant, on va juste dire un mot sur la Syrie, on le disait, la Syrie, elle avait un plan de jeu, elle l'a parfaitement, franchement, pour le coup, elle l'a parfaitement respecté. C'est très très convaincant hein, ce qu'a fait la Syrie, avec ses moyens, forcément. Mais dans l'optique d'aller chercher une qualification, c'est très convaincant ce qu'ils ont fait, hein. Oui, et puis faut pas oublier que la Syrie, la Syrie est en progression. La Syrie, c'est l'équipe qui est en progression depuis quelques années. Alors, on a été un peu déçus récemment dans les qualifications à la Coupe du Monde, mais la Syrie, on sait que ça peut être très difficile à jouer et que voilà, alors, on va pas en faire un énorme pays de foot, hein, mais on sait que parmi les petits pays qui sont en train de se monter, Thaïlande, Indonésie, etc., la Syrie est dans les premières positions. Et ça, on le sait depuis quelques années. Avec quelques joueurs naturalisés aussi. Je voyais Pierre qui parlait de Sabag. Je trouve que Kerbin est meilleur que Sabag, mais en porte un petit peu plus en tout cas. Le but a été le but refusé pour hors-jeu. Effectivement, il y a hors-jeu. Le centre est magnifique. On est d'accord avec vous sur vos messages. Ils ont pas. Tu vois, ouais, tu dis ils sont proches du hold-up. En plus, très franchement, je suis pas convaincu qu'on puisse dire que la Syrie. Si la Syrie avait gagné ce match-là, je suis pas convaincu qu'on aurait pu dire que c'était un hold-up. Très honnêtement, parce que autant il n'y a pas eu de frappe cadrée, hein, les meilleures situations, il y a 3 belles situations pour la Syrie, notamment une pour Ramadan, je crois. Il me semble que c'est lui qui met la frappe qui passe au ras du poteau en première mi-temps. J'ai beaucoup aimé ce garçon. Franchement, ils ont de belles situations, hein, les Syriens. Je sais, ce match méritait rien d'autre qu'un match nul, je pense, hein. Mais si on doit décrocher un vainqueur, ça aurait pas été un hold-up hein, si la Syrie s'était imposée aujourd'hui, hein. Non, 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 pas du tout. Et puis, même là, je vois qu'il y en a qui disent j'y crois pour la qualification. Suffit de battre l'Inde, tu as déjà 4 points, tu es très bien placé. À 4 points, t'es bien, hein. Faut pas oublier que c'est les meilleurs troisième passes. Dans ces compétitions à Ouais. 24, à 4 points, tu peux être très très bien. Ah bah, c'est ce Donc qu'on, oui, la qualification peut arriver. voilà, c'est ce qu'on disait avec Farouk tout à l'heure. Et d'ailleurs, il y a un monde dans lequel, à 4 points, tu joues la première place hein, dans ce groupe. Donc, Oui, attention, hein. Attention aux dégâts avec la différence de but. Et on verra si justement l'Australie qui a géré son match ne va pas regretter de ne pas avoir complètement cartonné l'Inde. On verra. On parlait de l'Inde qui fait un petit peu n'importe quoi. On va parler d'une. Alors, je ne sais pas si on peut dire une nation qui fait n'importe quoi. On va surtout dire, en fait, je pense qu'il faut le dire ainsi. On va parler de la Chine, hein, vous l'avez deviné. D'une nation qui a lâché l'affaire. On peut dire les choses très clairement, Baptiste. oui, je pense que là, ils ont complètement tout lâché. C'est quand même
catastrophique parce que, à part les 10 dernières minutes où ils ont été au-dessus du Tadjikistan, en fait, ils se sont fait balader tout le match. Et la Chine, en fait, est sur une pente descendante, mais à fond. C'est triste parce que c'était censé être. Ils ne voulaient pas organiser la Coupe du Monde en 2030, devenir champion du monde, etc. Bah là, ils vont peut-être même pas sortir de la phase de groupe de la Coupe d'Asie. C'est compliqué, hein. Franchement. Et s'il n'y a pas leur gardien en première mi-temps qui fait des gros arrêts et que, alors je sais plus le nom de l'attaquant du Tadjikistan là, mais qui rate deux belles occasions, il méritait de le Dzalilov, perdre, hein. Dzalilov, le 10, Oui, ça doit être le 10, ouais. Qui qui rate était deux frappes incroyable coup dans le sur match. coup Mais là, qui a été qui a été très bon. Mais enfin, la Chine, c'est catastrophique. C'est une catastrophe. Tu sais, tu peux même pas analyser. Il se passe rien dans cette équipe. Même Goulet, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fout là? ouais, Qu'est-ce tu te qu'il fout demandes là? pourquoi il est venu en fait. Bon, après, je pense que dans ces cas-là, cette question ne se pose pas. Mais enfin, pour les joueurs, la question ne se pose pas. Mais ouais, ouais, la Chine, même avec cette histoire de Covid pour l'organisation de l'Asian Cup, j'y crois moyen, ils ont délaissé le foot. Oui, oui, c'est exactement ça. En fait, on va pas, enfin, pour dire les choses très clairement par rapport à la Chine, il y a un avant et un après Covid. Vraiment, pour le coup, eux ont pris la Covid en pleine face et leur football a complètement. En fait, la Covid a exposé à quel point leur façon de construire ou de vouloir construire, ce que tu disais, Baptiste, le projet 2030, voire même le projet 2050, hein, puisque si tu te rappelles bien, il y avait une histoire de projet 2050, être la meilleure nation en 2050. Euh, la Covid n'a fait qu'exposer à quel point la façon, la manière qu'ils avaient décidé, la voie qu'ils avaient décidé d'emprunter pour construire ce projet 2050 n'était juste pas la bonne, à savoir laisser des entreprises privées gérer leur football, dépenser de l'argent à outrance de manière enfin c'était n'importe quoi, hein, on va pas. Alors ça a fonctionné sur une courte période, Guangzhou Evergrande, et ils ont gagné quand même deux ACL, hein, c'est ça, hein. Ils en ont Une volé seule. une. Ils en ont Non, ils en gagné ont une, deux. ils en ont volé Ouais, deux, voilà. mais ils ont volé la deuxième. Il me fait douter. C'est moche ça. Celle de 2013, elle n'est pas méritée. Non, mais il faut dire ce qui est. Tu ne peux pas être champion d'Asie en 2013 si tu ne gagnes pas un des deux matchs de finale. Je suis C'est vrai. désolé. C'est vrai. Mais bon, dans les faits, au palmarès, ils en ont deux dans la vitrine. Mais bon, Bah non, voilà. ils n'ont plus de vitrine, ils n'ont plus rien Maintenant, aujourd'hui. ils ont plus rien. Ils ont plus Je rien. pense qu'ils les ont fondus les titres hein, pour faire de l'argent parce que là. Et ce que l'on voit d'ailleurs sur la Chine maintenant, parce que on se souvient tous, hein, on en avait beaucoup parlé sur Hello à l'époque où Seb était là, où on en parlait assez fréquemment. D'ailleurs, vous l'avez vu, vous l'avez sur le terrain non. On n'a pas vu grand monde sur le terrain, hein. Xixon, c'est Seb sur Twitter qui me disait que le meneur de jeu, celui qui est censé être chef d'orchestre de la Chine, en première mi-temps, il avait touché 13 ballons. Ah non, ils se sont fait balader. Ah, ils se sont fait promener. Balader. Ils se sont fait promener. On va en parler hein, du Tadjikistan dans un instant, mais le juste pour finir sur la Chine, Tadjikistan. pour comprendre où on en est, je le disais, il y a eu cet effet-là. Il y a eu l'effet Covid avec tous les groupes qui détenaient les clubs qui se sont cassés la gueule les uns après les autres, hein. Et leurs équipes se sont cassées les gueules après les autres. On va faire la bise aux Jiangsu Suning qui sont champions et qui sont démantelés dans la foulée. Il y a eu tout cela. Il y a eu aussi, pour expliquer le fait qu'ils ne font plus rien et que je pense qu'ils ont complètement enterré le projet de développement du football, toutes ces mesures qui ont été prises, qui ont été imposées, qui ont fait tout freiner, les salary cap, les impôts sur les transferts, la bise à Gérard Lopez, enfin les taxes, la bise à Gérard Lopez, hein, les 30 millions pour Albert Ellis. Donc tout ça fait que ils avaient une période où ils essayaient de nommer des sélectionneurs qui étaient quand même des gars de renom. On a eu du Marcelo Lippi et tout. Là, Xixon nous dit tactiquement c'était n'importe quoi. C'est pas la faute du Covid, non, mais c'est la faute de ce que tu choisis comme sélectionneur aussi. La Chine va redevenir un anonyme de la zone, très concrètement. On peut dire les choses comme ça. Et la Chine a aussi complètement loupé sa formation des joueurs. En fait, ils ont trop tablé sur les étrangers. D'ailleurs, dès qu'il y avait une équipe chinoise, ceux qui font gagner les équipes chinoises, c'était les joueurs étrangers. Voilà. D'ailleurs, je me souviendrai de Kim Min-jae qui s'était fait incendier parce qu'il disait que c'était n'importe quoi dans son équipe. Il était défenseur central, mais il fallait qu'il aille compenser le latéral chinois qui était même pas un latéral, qui était un attaquant replacé là parce que c'était n'importe quoi. Il s'est fait défoncer parce qu'il n'avait pas le droit de dire ça, mais les Chinois aujourd'hui, en termes de formation de joueurs, ils n'y sont pas. Donc
il n'y a pas les étrangers, ça tourne plus, il n'y a plus rien. Goulet est le dernier grand joueur. Il n'y en a plus derrière. Il y en a Mm. plus. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Ouais, on est d'accord parce que c'est ce que voilà, c'est aussi. Tu fais bien de rebondir sur les jeunes. Ils ont, et c'est ce qu'on se disait en off, hein, concrètement, l'image que l'on peut prendre, c'est que la Chine, pour développer son football, a choisi de faire une belle vitrine, mais s'est pas intéressé à l'arrière-boutique. Et n'a pas, on en parlait déjà sur Hello, sur la notion du manque de pyramide pour la formation des jeunes. On se souvient, on en a déjà aussi beaucoup parlé, notamment avec Seb, à une époque où tout le monde faisait sur le Guangzhou Evergrande avec ce centre de formation, soi-disant, avec les 75 millions de terrains, les trucs. On avait bien rappelé à l'époque que c'était pas un centre de formation, mais c'était un truc privé, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu payais ton gamin entrer dedans, ils ont tout fait à l'envers, concrètement. Ils ont absolument tout fait à l'envers. Et je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient tout fait à l'envers et au lieu de se dire on va reprendre à zéro, ils se sont dit bah lâche l'affaire, quoi, concrètement. Ouais, mais c'est ça, concrètement, c'est ça. Et globalement, aujourd'hui, ils se reposent sur les joueurs étrangers qu'ils arrivent à recruter et qu'il y a encore des Gus qui y croient et beaucoup de Coréens, hein, bizarrement, hein, parce qu'il y a les salaires sont quand même encore assez élevés par rapport à la Corée, hein, mais qui y vont et qui, en fait, enfin, faut se rendre compte que c'est un niveau catastrophique. Enfin, c'est pas possible. Tu peux pas évoluer correctement dans ce championnat-là, sauf si c'est pour aller gagner un peu d'argent, quoi. Et en plus, on va l'ajouter parce que ta compétition préférée, la Champions League, les Chinois, quand ils y vont, alors ils avaient toutes les histoires avec la Covid, les histoires de quarantaine et tout, qui faisaient qu'ils n'envoyaient même pas leur équipe. Ouais, ils Dans le envoyaient sens où l'équipe des moins de 23 ans, des moins de 22 Exactement. ans. Enfin, c'était. Donc ça veut dire que le joueur qui arrive en équipe senior, qui joue le championnat, qui joue machin, ne peut même pas derrière se frotter aux équipes continentales, donc ne prend pas d'expérience continentale. Et ce joueur-là qui est en âge de défendre la sélection nationale, bah, les compétitions continentales, bah, il n'en connaît pas des masses en fait, concrètement. Donc voilà. Est-ce qu'il y a encore les académies des grands clubs européens là-bas? Je crois qu'il y en a encore, ouais. Parce que ça reste des Oui, il y en marchés, a hein. encore. C'est privé, Berthe, donc ça reste des marchés. Voilà, Mais ça aujourd'hui, reste les fruits n'ont pas été récoltés. Ça fait quoi? Ça a commencé quand le délire autour de la Chine? Ça a une dizaine commencé d'années maintenant. 2016, 2017, ouais, une dizaine d'années. Aujourd'hui, tu t'as rien. Goulet qui a plus de 30 ans. Exactement, Goulet, quel âge il doit avoir? 33, 34. Goulet, il a 32 ans. Bon, ouais, cette année, il va avoir 33. Goulet est le dernier bon joueur chinois. Il n'y en a pas d'autre derrière aujourd'hui. Et Aujourd'hui, merci à personne n'est Elsa capable de se Ménéquin dire pour le qu'il y en a un. follow. Non, mais c'est ça. Mais il y a pas de, enfin, ils forment pas. Et alors, il y avait eu la question qui a été posée, hein, est-ce qu'ils peuvent reprendre à zéro? Dans l'absolu, oui. Tu peux toujours repartir à zéro et tout reconstruire. Mais dans ces cas-là, faut le faire. Dans le faire véritablement. Parce que la Chine partait déjà de zéro, c'est ce qu'on avait dit à l'époque. Il y avait tout à construire, il y avait toute une pyramide à faire au niveau des jeunes, au niveau des écoles de foot, au niveau des équipes de jeunes, au niveau des championnats de jeunes. Il n'y avait pas tout ça. Ça n'a pas été construit. Et je vois la question de Sauron, est-ce que l'Arabie Saoudite sera la prochaine Chine? Mais l'Arabie Saoudite est largement en avance par rapport à la Chine. L'Arabie Saoudite, elle n'est pas partie de zéro avec les projets au niveau du championnat. Ah non, L'Arabie et puis Saoudite, l'Arabie Saoudite, par rapport à la Chine sur le continent, c'est déjà un monstre. c'est déjà un monstre. C'est largement au-dessus. Je sais pas si on peut faire, parce que c'est compliqué de faire des parallèles et en plus on peut t'en taper complètement à côté, mais imaginez, je sais pas, imaginez un pays européen qui n'a absolument jamais rien fait en termes de football, qui part à zéro, une terre vierge, ça n'existe pas, mais bon, imaginez une terre vierge, c'est la Chine. Et à côté, l'Arabie Saoudite, mais l'Arabie Saoudite, je sais pas, c'est l'Italie, quoi. Donc on n'est pas dans la même histoire. On n'est pas du tout dans la même histoire. Mais bon, le foot féminin chinois est-il dans le même état? Alors, je t'avoue que j'ai un peu moins suivi, mais j'ai l'impression que ça s'est cassé la gueule, hein, chez les filles aussi, hein. C'est moins fort qu'à une époque. C'est ça, hein. À une époque, Ça ça diminue ravageait un tout le peu. monde. Mais ça diminue. Après, l'Arabie Saoudite, il faut qu'il fasse attention, c'est que à force de prendre que des étrangers pour se développer sur le sol, C'est faut ça. faire gaffe, hein. Mais c'est Faut faire toujours, attention, hein. c'est toujours le délicat équilibre entre des clubs puissants ou une sélection puissante. Ouais, bah parce que alors je parle surtout de ce que je connais, mais en Corée, il n'y a plus de neuf, hein. C'est que des Brésiliens qui y sont, il n'y a plus aucun neuf. C'est vrai. Voilà. Donc, il faut faire attention à ce que l'Arabie Saoudite, avec leurs 6 étrangers par équipe qui peuvent jouer,
ne flinguent pas leurs joueurs, quoi. Parce qu'en plus, ils recrutent beaucoup devant, ils recrutent beaucoup au milieu, et tu vas pas faire une équipe avec 11 défenseurs. Non. Non, c'est clair. Alors, Xixon nous dit que les filles sont championnes d'Asie. Hein. J'avoue, je ne sais pas. Je n'ai pas suivi du côté des filles. Franchement, j'en sais rien. Donc, je vais te faire Oui, confiance. mais alors, il faut faire attention. La Coupe d'Asie féminine, c'est un peu un scandale. Quand tu vois les tirages au sort, c'est-à-dire que tu peux avoir 3 grosses équipes dans le même groupe, donc tu en élimines déjà une. Voilà. Il n'y a Donc, pas de tête de série, quoi. faut faire attention. Et je crois que la dernière, c'est la Chine qui a gagné, mais par exemple, si tu prends la phase de groupe, tu avais Japon, Corée, Vietnam dans le même groupe, par exemple. Enfin voilà, tu t'élimines très facilement des équipes. Alors que tu as des groupes avec des clubs, enfin des équipes un peu moisies. Donc, faut faire attention. Voilà. Mais pour répondre à la question par rapport à l'Arabie Saoudite, est-ce que les Saoudiens s'exportent, nous demande Rodolphe. Non, ils n'ont pas besoin. Non, ils ont déjà trop d'argent. Ils n'ont pas besoin. Et on va en arriver un peu à la même question qui se posait, toute proportion gardée, parce qu'on est sur d'autres dimensions en termes de salaire. Mais c'est la même chose par rapport à ce qu'on dit souvent par rapport aux Mexicains. Les Saoudiens n'ont aucun intérêt à venir jouer dans une équipe moyenne en Espagne ou en France pour toucher des salaires excusez-moi l'expression, de merde par rapport à ce qu'ils touchent dans leur club à eux. Ils n'ont aucun intérêt. Pour le coup, aucun. Bah non, mais c'est la terrible histoire de Abdulrahman. Et c'est exactement lui que je pense, c'est Omar mais Abdulrahman, qui à un moment était convoité par des clubs européens à l'époque où il marchait sur l'Asie. Et le mec, son club a dit, bah, on va l'augmenter, et puis voilà. Voilà. Et les mecs ont des salaires, tu peux pas. Le Arsenal voulait l'acheter, mais jamais ils vont mettre autant de salaire sur ce mec-là. Mais voilà, parce que le club européen va pas mettre ce salaire-là. Donc voilà, c'est comme le Qatar, pourquoi Al Moez Ali irait jouer en Europe. C'est la même histoire. Qatar, Arabie Saoudite, c'est pareil. Les mecs, voilà. Les mecs ont des salaires beaucoup trop élevés, donc ils peuvent pas s'exporter. Et donc voilà. Ils s'exporteront très rarement, voire jamais. C'est ça, on les verra jamais. Et puis en même temps, c'est pas grave. On n'a pas besoin de les voir en Europe. On les regarde dans les compétitions, dans les leurs, et puis voilà. Bah non, ils se sont pas exportés, ils ont battu l'Argentine. Hein. Voilà. Non, et puis c'est très bien aussi. Il n'y a pas besoin que tout le monde vienne en Europe. Hein. On peut, voilà. Hein. On peut aussi kiffer quand ils jouent dans leur pays, dans leur continent, dans leur compétition à eux. Voilà, c'est très bien Pelé aussi. n'a jamais joué en Europe. Hein. Pardon ? Pelé n'a jamais joué en Europe. Non, voilà. Donc il n'y avait pas besoin. En plus à l'époque, hein, il n'avait pas besoin. Mais voilà. Et c'est très bien comme ça aussi. Donc voilà à peu près pour la Chine. On s'attendait à ce qu'il n'y ait pas grand-chose. On n'attendait pas grand-chose de la Chine, on va pas se mentir. Par contre, on s'attendait quand même à ce qu'ils battent le Tadjikistan, qui est sa première Coupe d'Asie, et qui est loin, mais très loin d'être un épouvantail. Mais ils n'ont même pas réussi à toucher un ballon, quoi. Alors c'est ce que j'allais te dire. On attendait. Alors on s'était dit, hein, le Tadjikistan, c'est cool de les voir. Si on fait un parallèle, je crois que je l'ai fait hier ou je sais plus où je l'ai fait, mais alors juste pour répondre à Rudy qui dit qu'il n'y a pas de Chinois en Europe, mais parce qu'ils sont nuls. Bah, il y a eu Oulay en Europe parce qu'il était bon, c'était le seul, mais parce qu'ils sont nuls. Mais ils sont nuls, c'est qu'ils sont vraiment mauvais. C'est simple, on peut pas, les Européens vont pas aller acheter un Chinois pour faire plaisir. Hein. Mais et ils sont pas à un niveau suffisant. Pourquoi ? Parce que ils jouent qu'entre eux, ils jouent pas de compétition continentale ces dernières années. Il n'y a pas de vrai plan de formation. Enfin, pour tout ce qu'on a dit. Donc, ils peuvent pas concrètement. Le joueur chinois ne peut pas progresser. En fait, voilà, concrètement. Donc, et on le voit maintenant. On parle même pas de plafond de verre. On parle juste, ils sont à leur limite. Donc voilà, j'avais pronostiqué le match nul des Tadjiks sur Discord. Ouais, et ils auraient pu le perdre ce match, hein, parce que mine de rien, on peut en parler quand même. Hein, on a pas mal tapé entre guillemets sur la Chine, même si on tape pas, on constate en fait. Hein. Franchement, ce but refusé à la Chine. J'ai pas compris. Voilà. C'est très 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 pointilleux. Hein. Alors si visiblement tu m'as expliqué que c'était le joueur chinois qui faisait action de jeu sur le dernier défenseur puisqu'il est derrière le gardien. C'est ça. Je pense que c'est ce qu'il considère. De toute façon, il signale hors-jeu. L'arbitre derrière, il lève le bras pour signaler un hors-jeu. Et c'est ce qu'il va voir à la vidéo. Voilà. Ça veut dire qu'il y a hors-jeu sur tous les buts, puisqu'à chaque fois, il y a un joueur qui va gêner un gardien. Quoi. Ah non, alors après, s'il gêne véritablement... Moi, au début, je me suis dit, il a dû gêner le gardien au moment où le gardien commence sa sortie. Tu vois, genre, il se met sur sa trajectoire ou un truc comme ça.
Et en fait, tu vois le ralenti, il touche pas le gardien. Donc il est même pas sur la trajectoire du gardien, il peut même pas perturber le gardien. Et en plus, le gardien fait une sortie à la Rémi Vercoutre. Donc voilà. Et très franchement, il- on peut se dire, ok, il fait un bloc sur le défenseur. Mais le défenseur ne cherche même pas à sauter. Et en plus, j'ai envie de te dire, vu la tête que l'autre a envoyée, il peut sauter, hein. Il l'aura pas. Non, il l'aura pas. Donc c'est pour ça qu'il est très compliqué de refuser ce but-là. Mais bon, ils l'ont fait, hein, mais Même l'arbitre pense que ça aurait été un scandale que la Chine gagne le match. C'est peut-être ça en fait. ouais, la Chine a deux actions, le but et une frappe, et c'est tout. Voilà. Ouais, c'est ça. Et c'est dommage parce que, bon, je pense pas qu'on aura les audios du VAR ou des choses comme ça. Je pense qu'ils le feront pas, l'AFC. En attendant, jusqu'ici et sur les autres matchs, l'arbitrage a été plutôt bon, voire très bon. Donc là, c'est peut-être la première polémique arbitrale. Après, on va pas se mentir, hein, les amis. Et c'est dit sans moquerie, sarcasme ou rien. On sait très bien que c'est la Chine qui a été victime de ça et que du coup, tout le reste du continent s'en fout, hein. Bah, à partir du moment où quand tu tacles un joueur adverse, c'est toi qui récupères la faute pendant plusieurs années, voilà. Voilà, Je pense que c'est un peu un retour de bâton c'est et ça. qu'on va pas s'en plaindre. Donc, on va finir par parler du Tadjikistan parce qu'on avait évoqué dans le guide notamment que c'était, pour le coup, alors c'était ça aussi qui était intéressant sur l'opposition entre les deux, entre un qui a construit à l'envers et qui a tout lâché, et l'autre qui a pris le temps de construire patiemment. Tu parlais des jeunes tout à l'heure, Baptiste. Il y a des quotas de jeunes dans le championnat du Tadjikistan qui jouent de manière régulière. On a vu Istiklol, c'est quoi, il y a 3-4 ans Non, 2 ans. Il y a 2 ans quand il tape à Lille en Champions League. C'est 2021, je crois. Je ne connais pas cette compétition. Ah, c'est vrai. Ils avaient fini premier de leur groupe. Ils avaient été éliminés en huitième de finale par un Iranien, je crois. Ça doit être 2021. Tu sais, c'est quand ils avaient fait la compète sur des hubs en Arabie Saoudite, avec les matchs aller-retour sur les Ah hubs. oui, c'est quand ça commençait déjà à devenir n'importe quoi. Et ben, Istiklol, je crois, fait huitième de finale de Ligue des Champions. Bon, voilà, bref. Tout ça pour dire, eux, ils ont mis les choses dans le bon sens. Ils ont fait former des jeunes, ils ont fait grimper des jeunes, ils ont développé leur championnat. Et là, aujourd'hui, on avait une équipe qui était très mature tactiquement, très juste techniquement. Franchement, c'est peut-être, alors Xixon nous dit le coup de cœur du jour, très clairement. Euh, franchement, c'est magnifique ce qu'ils ont fait, quoi. Et en plus, eux, pour le coup, ils profitent terriblement du passage à 24, hein. Ah bah eux, ils sont là parce qu'on est passé à 24. Ah bah ils en profitent beaucoup parce que normalement c'est pas aussi simple, hein. Parce que ils ont été éliminés. Alors si je crois bien, ils ont été éliminés enfin dans les meilleurs deuxièmes là, de la première phase et ils se sont qualifiés via l'autre chemin. Il y a un deuxième qui arrive derrière. Euh, et, euh, et globalement, eux, pour le coup, oui, ils en profitent beaucoup et ils ont réussi en fait, à prendre la Chine droit dans les yeux et même faire plus. Et c'est vraiment très intéressant. Et en plus, ce match nul-là, il peut tout de suite être très positif pour eux pour la qualification. Parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'ils marquent des points. Donc, après, ils ont le Qatar qui, bon, je pense que là, ils risquent de perdre, mais face au Liban, ils ont une carte à jouer. Ils ont le match à Donc, jouer ils face peuvent. au Liban, très clairement. Ils auront leur finale du groupe face au Liban. C'est parce que le prochain match pour eux, c'est le Qatar, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est le Qatar. Mais Donc, non, ils ont clairement leur mot à dire. Et c'est bien, c'est bien. Pour une fois que d'ouvrir à 24, ça sert à quelque chose, on va pas s'en plaindre. ouais, c'est ça. Dernier meilleur deuxième du deuxième tour des qualifs pour la Coupe du Monde. Voilà, pour préciser pour la qualif du T'es Tadjikistan. sûr, ils étaient pas. Ah, c'est Ou ce que alors me j'ai dit pas. Soro. Dernier Alors, je me meilleur suis peut-être. deuxième du deuxième tour. Compliqué, hein, comme phrase. Mais voilà. Parce que pour moi, ils étaient justement en ballottage avec le Liban, mais alors peut-être que je me trompe d'année. Ah, il faudrait Donc, vérifier. Là, je peut-être t'avoue, je l'ai pas trompé en tête. d'année. Mais pour moi, ils étaient pas, ils étaient avec le Liban. Ça se jouait avec le Liban. Attends, je vais te dire. On va regarder. Parce que justement, le Liban était avec la Corée et on en parlait avec Boris en disant ouais, c'est bon, le Liban passe in extremis et que le Turkménistan, en fait, le Tadjikistan, pardon, il ne passait pas. Mais peut-être que le Tadjikistan se qualifiait quand même. Alors c'est peut-être ça. Tac, tac, tac. Ils ont fini. Pour les qualifs, pour là, ils ont fini.
Comment je vais trouver ça? Ici, je pense. Non, ils ont fini vainqueurs de leur groupe F du 3e tour. Ouais, c'est compliqué les qualifs. Bref, on verra. Je vais pas regarder là comme ça, mais ils étaient 2e, mais ils sont pas passés. J'ai mal dit, je crois. Ouais, bon, enfin bref. Ils bénéficient du fait que c'est passé à 24. Ça a été l'équipe qui a Oui, vraiment. parce Pardon? qu'ils remportent, en fait, voilà, c'est ça, ils remportent leur groupe des équipes C'est éliminées ça. de la qualification à la Coupe du Monde. Voilà, c'est ça. C'est ça. En Donc, battant, ils sont pas dans les meilleurs deuxièmes. en C'est ça. finissant à égalité de points avec le Kirghizistan et devant Singapour et Myanmar. Voilà, concrètement. Donc oui, eux, ils ont participé, ouais, ils ont profité de ça. Voilà. Mais voilà, en attendant, dans le jeu, c'est l'équipe la plus sympathique qu'on a vue aujourd'hui. C'était vraiment, il y a eu des séquences de jeu assez incroyables. On pense à l'action qui termine sur la volée acrobatique, justement, de Dzalilov. Elle est incroyable, cette action. Elle est magnifique, avec le 1-2 sur 50 mètres. Enfin, incroyable. Je sais... Il va quand même falloir bosser devant le but, hein, à un moment. Ils ont vraiment ils en ont manqué raté beaucoup. d'efficacité. Ouais, ils en ont raté beaucoup parce qu'il y a même l'action au retour des vestiaires, là où il est tout seul dans la surface, il croise trop. Ouais, non, ils ont beaucoup raté parce que là, franchement, ils peuvent s'en mordre les doigts. Si jamais ils passent pas, ils peuvent s'en mordre les doigts sur ce match-là parce qu'ils ont clairement mis à mal la Chine et notamment c'est ce numéro 10. Alors, j'ai oublié le nom, mais Dzalilov. il Alisher Dzalilov. leur a fait mal. Hein. Il leur a fait très très mal. Ouais, et moi, ce que j'ai aimé, c'est leur capacité. Enfin, franchement, pour le coup, et c'est là où tu vois, par exemple, on parlait de l'Ouzbékistan tout à l'heure, où il n'y avait pas franchement d'idées dans le jeu, dans comment s'organiser les uns par rapport aux autres tactiquement. Pour le coup, tu sens que du côté du Tadjikistan, c'est fluide, c'est huilé, c'est travaillé. Les déplacements Et entre les lignes, les appels, contre-appels, les dédoublements dans les couloirs. Il y a une variété dans leur jeu qui est hyper intéressant. Vous inquiétez Et pas, c'est hein, pas ils du seront pas kick and champions. rush. Hein. C'est pas on balance devant et Non, on c'est attend ça. qu'on ait un grand qui attrape. C'est vraiment du jeu court, du jeu entre les lignes. Non, c'était vraiment intéressant. Ouais, comme dit Wade, hein, l'intelligence collective du Tadjikistan, c'est propre, c'est ça. Tu sens que ça a été parfaitement travaillé. Voilà, ils sont très intelligents dans leur façon de jouer. C'était extrêmement plaisant, comme tu dis, Rodolphe. Alors, on va voir. Prochain match face au Qatar, ça va être une autre histoire. Normalement, enfin, on va voir. Et franchement, ils peuvent peut-être embêter le Qatar. Hein. On va voir aussi l'impact physique, parce que tu le disais, Baptiste. Les 10 dernières minutes, la Chine est au-dessus, doit gagner le match, hein, même pour dire les choses très clairement. Faut voir aussi la débauche d'énergie, hein, par rapport au Tadjikistan, ce que ça peut donner. Hein. C'est ça c'est là où je reviens le même sujet qu'avec l'Inde, c'est que c'est quand même des petits clubs, des petits championnats. Tu sais que physiquement, ils risquent d'exploser et qu'en général, ces équipes-là, ils donnent tout sur le premier match. Et parce que c'est le début de la compétition, on veut bien rentrer. En plus, eux, c'est leur première, donc ils y sont allés à fond. Et ils peuvent complètement exploser, surtout que le Qatar, même si c'est pas le Qatar de 2019 et que c'est moins flamboyant, c'est quand même un niveau professionnel au-dessus, quoi. On va être quand même quelques crans au-dessus de la Chine. Ah oui. Largement quand même. Hein. Ah oui. Et puis même en termes de tout, quoi. Enfin, donc après, est-ce que le Tadjikistan va se dire, ok, le Qatar, on peut laisser filer, on peut faire tourner, on va moins se donner à fond et on va tout miser sur le dernier match face au Liban qui pourrait être faut pas t'amuser à en prendre une quand même. Hein. Face au Qatar. Non, mais après, oui, parce qu'après c'est vrai, ça va faire comme oui, parce que c'est les meilleurs deuxièmes, donc oui. Mais on va voir. Après le Qatar voulant avoir le ballon, etc., voulant jouer pour gagner, là où la Chine est incapable de faire quelque chose, ça peut aussi permettre au Tadjikistan de faire une surprise. Ça va être un match intéressant à suivre. Je pense que ça va être du deuxième tour dans ce groupe, ça va être le match le plus plaisant que Liban-Chine. Bah, bon. Pour le coup, alors tu vois, pour le coup, tu peux tout. Je pense que les Libanais ayant vu le match peuvent se dire bon, il y a un coup à faire. Voilà. Je pense qu'ils se le disaient avant, hein. Mais il peut y avoir un coup à faire. Ça me fait rappeler Oman 2019, nous dit Wade. C'est un très bon parallèle, Oman 2019, qui avait un peu bousculé tout le monde. C'est vrai. Ouais. C'est un bon parallèle. Bravo. Je valide. Bien vu. Ouais, bien vu. Bref, voilà, ça sera à suivre. Hein. On suivra forcément. Je maintiens Chine dernier du groupe, nous dit Xixon. Il y a un monde
où c'est largement jouable. On verra. Ils vont jouer. Déjà, on verra le Chine-Liban de la deuxième journée. Si ce match est à l'heure de la sieste, ce sera parfait. Alors écoute, je vais te dire à quelle heure va se jouer le Chine-Liban, parce que je l'ai sous les yeux. Il va se À jouer. 12h30. Donc à l'heure du repas, l'heure de la sieste, ça sera Tadjikistan-Qatar. Voilà. Ah oui, parce que moi j'ai les horaires. Oui, j'ai les horaires de là-bas. qataris, j'ai pas Et les ouais. horaires de chez nous. Et ça sera mercredi, si vous voulez tout savoir. Voilà, ça sera mercredi. Justement, je pense qu'on a fait à peu près le tour pour aujourd'hui. On va se projeter un petit peu, comme je le faisais avec Farouk tout à l'heure, je vais le faire avec toi, Baptiste, sur demain. 3 matchs au programme, je vais vous donner les horaires français. Ah, demain, on rentre dans le vif du sujet. Là. Voilà, demain, on va voir le grandissime favori et un grandissime outsider. Japon-Vietnam à 12h30. Bon, courage aux Vietnamiens. Mais attention, hein, le Vietnam. Bon, c'est vrai qu'ils ont pu. C'est pas le Vietnam d'il y a quelques années où ils avaient leur. Tiens, j'ai oublié le nom de leur entraîneur coréen là, qui leur permettait de faire des bons résultats, mais il faut faire quand même attention. Je pense que ça peut être très très intéressant. On va rappeler les 4 derniers résultats du Japon. 5-0 face à Myanmar, 5-0 face à la Syrie, 5-0 face à la Thaïlande, 6-1 face à la Jordanie. Et qui est l'entraîneur du Vietnam ? Philippe Troussier, qui connaît parfaitement la maison. Qui connaît très bien le Japon. Oui. Donc ça peut être très intéressant. Ça peut être très intéressant par rapport à cela. En tout cas, pour le coup, et effectivement, on salue Philippe Troussier. On va faire notre Michel Drucker, si tu nous regardes. Non, mais voilà, pour le coup, c'est vrai. Alors, si vous voulez une petite anecdote, on avait comme ambition d'aller au Qatar faire cette Coupe d'Asie et dans l'idée de suivre des sélections, d'être avec eux, en fait, concrètement. Et le Vietnam en faisait partie et on avait contacté Philippe Troussier pour voir si on pouvait aller avec lui, suivre le parcours du Vietnam, enfin voilà, être avec eux, de la prépa, commencer avec la prépa quelques jours avant et aller à la Coupe d'Asie avec eux. Et voilà, il était plus ou sur le principe, lui, il était OK, fallait qu'il voie avec la Fédé. Nous, c'était lié au fait, est-ce qu'on a les moyens ou pas? On n'avait pas les moyens financiers, donc pour ça que ça s'est pas fait. Mais sinon, c'était l'idée. Voilà, je peux le dire maintenant, mais voilà, c'était l'idée. Mais effectivement, les retrouvailles Philippe Troussier-Japon, il y a plein de choses intéressantes sur ce match. Les retrouvailles de Philippe Troussier avec le Japon évidemment, et puis il va y avoir le combat en tribune, parce qu'un Japon-Vietnam en tribune, ça va être sympa. Si ça s'est déplacé. Si ça se passe. Les Vietnamiens, oui, je pense. Je sais pas quelle est la diaspora japonaise. Alors vietnamienne, je pense qu'il doit quand même y en avoir pas mal au Qatar. Mais est-ce que tout le monde s'est déplacé en janvier voir la Coupe d'Asie? Je sais pas. Ouais, on verra. Ça sera l'interrogation. 12h30. En tout cas, 3 affiches équilibrées pour Rudy demain. Ouais, alors justement, on va voir les autres. Émirats Arabes Unis contre Hong Kong. Là aussi, oui, forcément, sur le papier, c'est extrêmement déséquilibré, Baptiste. 15h30. Oui, après, les Émirats Arabes Unis, c'est un peu sur une pente descendante. Et Hong Kong, c'est l'équipe, c'est une petite équipe surprise, donc on va suivre. Ça peut être intéressant, ça aussi. Hong Kong qui a battu la Chine en match amical, c'est important de le préciser quand même. Oui, et Hong Kong qui n'a pas participé depuis plusieurs années à cette compétition. Donc ça va être très 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 intéressant. Je crois que Hong Kong, leur dernière participation, c'est les années 60, non? C'est ça? Ouais, c'est fort probable. Je suis en train d'essayer de réfléchir. Ouais, c'est possible. Parce qu'ils étaient dans les premiers là, qui ont créé la compétition avec la Corée. Et je crois qu'ils font les 3 premières et puis après ils disparaissent, ou ils font dans les premières et après ils disparaissent. Donc Hong Kong revient. Les Émirats, c'est plus les Émirats qu'on a connus et qui ont été très décevants dans la dernière qualification. Donc ça peut être un match piège pour les Émirats. Voilà, on va dire, de notre sens, on va dire aux Émirats de s'éviter le match piège, concrètement. Exactement. C'est Bento le coach en plus. Ouais, c'est Paulo Bento qui voulait quitter la Corée pour aller dans une grosse équipe. On le salue. Pourquoi j'ai lu ce message? Pourquoi j'ai lu ce message? J'ai hésité une fois que j'ai fini de lire ce message, parce que si on dit Paulo Bento à Baptiste, il va insulter tout le monde. Non, mais non, il a fait quelque chose de bien à la Coupe du Monde. C'est vrai. Mais il faut dire que les Émirats, ils ont été décevants
pour les, voilà, enfin, si ceux qui se souviennent des qualifications, ils sont dans le groupe de la Corée et de l'Iran et ils mettent pas un pied devant l'autre. Enfin, Alors, comment donc, est-ce que expliquer que Paulo les Émirats Bento, en n'parviennent 6 pas à mois, suivre il le s'est rythme réussi de quelque développement chose? du Qatar? Bah déjà, ils n'ont pas choisi la même pente aussi, hein. Ils n'ont même pas choisi le même. Comment dirais-je? On est quand même pas dans les mêmes politiques de développement. Après, on va Ouais. pas se mentir non plus, mais les clubs qataris, c'est Bon, pas les les clubs Saoudiens, qataris hein. sont pas. Ah non. Ah non. Et les clubs émiratis, à part. Alors attends, c'est lequel où il y avait Abdulrahman, c'est Al-Ain. Al-Ain s'est cassé la gueule. Hein. Ouais. Al Ain qui marchait bien à une époque. Ah, qui marchait très bien. Marchait très très bien. Finaliste de la Coupe du Monde des clubs. Hein. Ouais. Il tape River. Et qui s'est complètement cassé Mhm. la gueule. Donc, Même on n'est pas s'ils sur sont les au mêmes. championnat émirat, ils sont toujours très hauts parce que ça reste quand même le haut du panier, mais sur la scène continentale, ils y sont plus. Quoi. Ouais, ouais. Bento ou Klinsmann. Ah, ou Stilicke, ouais. Ouais, Stilicke, je pense que ça sera encore mieux. Je pense que Stilicke, ça sera encore mieux. Il faut dire tous les jours que Hong Kong est actuellement meilleur que la Chine. Bah écoute, on verra, on verra. Bref, donc je le disais, demain, on a ce match-là entre les Émirats Arabes Unis et Hong Kong. Ça sera à 15h30. Et le match de 18h30. Alors, ces deux matchs-là, ils sont en même temps que les matchs de la CAN. Hein, mais vous le savez, ces matchs-là, ils sont gratuits sur la chaîne YouTube de l'AFC. Asian Cup, donc de manière légale, voilà, commenté en anglais. Si vous voulez, si vous ne Ah, le il y a des saviez pas. commentaires sur YouTube. Ouais, il y a des D'accord. commentaires sur YouTube, des commentaires en anglais. Là, Comme par je mets pas exemple, le son en général. très très c'est honnêtement, le Australie-Inde était commenté, je pense, par des supporters de l'Australie, enfin des mecs qui sont australiens. Voilà. Bah, le commentateur de la K-League est australien, donc je pense que ça me. Mais je pense que c'est eux, je pense que c'est leur groupe là. Ah, Donc, ok. je pense que c'est eux. Parce que c'est un peu le seul pays anglo-saxon du Ouais, continent. Donc en exactement. termes de commentateurs, c'est plus simple. Exactement. Et donc le dernier match, 18h30, forcément très attendu, parce que d'un côté, on a un des candidats, l'Iran, traditionnel candidat, et de l'autre côté, forcément, la Palestine, on en parlait hier avec Letko. On va voir dans quel état sont les joueurs palestiniens, état psychologique. On a beaucoup évoqué la notion d'Irak 2007. On ne fait pas de la Palestine un futur champion, je l'ai déjà dit hier. On va voir. Non, mais voilà, mais c'est vrai qu'il y a quand même ce parallèle que l'on peut faire, même si je pense qu'il est compliqué à faire parce que la Palestine souffre. Enfin, je sais pas si on peut hiérarchiser les souffrances, mais pour le coup, voilà quoi. Non, et puis, même au niveau du niveau sportif, Oui, l'Irak en 2007, c'était quand même meilleur. Alors, trop de proportions gardées, mais c'était quand même un peu au-dessus. On en avait parlé d'ailleurs dans le Hello Mag, dans le tout exactement. premier, je crois. Exactement, dans le premier, exactement, dans le Hello Mag numéro 1. On avait parlé direct 2007. Voilà, en tout cas, Iran-Palestine, forcément, on va avoir tous les spécialistes de la géopolitique du football qui vont se délecter de ce match-là. Il y a quand même un match de foot, ce qui est peut-être plus intéressant que le reste, surtout quand on doit essayer de tirer des conclusions parfois un peu hâtives sur le poids du football dans la politique mondiale. Je ne suis pas convaincu que si la Palestine fait un résultat face à l'Iran demain, ça change ce qu'elle est en train de subir. Mais bon, bref, Iran-Palestine, Ah non, 18h30. puisque Israël n'est plus dans la confède. Donc, Non, voilà. C'est vrai qu'en plus, à une époque, Israël y était. Et d'ailleurs, Israël n'y a plus été parce que plus personne ne voulait jouer contre Israël. Hein. C'est aussi pour cela qu'Israël s'est retrouvé dans la zone Europe dans les années et 70. d'ailleurs, Fin des la années Russie, 60. D'ailleurs, Israël est dans des membres fondateurs de l'AFC. Hein, vous le savez oui, parce que je l'ai expliqué dans le Hello Mag 21, je crois d'ailleurs. Israël est un des membres fondateurs de la Confédération asiatique. et la Voilà. Russie a refusé de venir en AFC. C'est il me vrai pour de semble, vrai il n'y a ça? pas longtemps. Ouais, j'ai vu l'info passer. Alors, je sais pas si c'est la Russie qui a refusé ou si c'est l'AFC qui a refusé. Enfin bref, ça se fera pas. J'ai vu ça fin d'année dernière. Ok. Ah ouais, tu vois, ça aurait été Et marrant voilà, de les je voir viens de arriver là. vérifier, Hein. c'est la fédération russe qui refuse. Ok. Voilà, donc Ok. c'est plutôt pas mal. Ça évitera un énième 50 milliards de kilomètres entre l'Australie et la Russie. Pour aller jouer à Saint-Pétersbourg, on va se marrer, tu vois. C'est vrai. C'est vrai. Et effectivement, la Palestine a fait match nul en amical contre l'Arabie Saoudite et elle a perdu 1-0 contre l'Ouzbékistan aussi. C'est la Russie qui a refusé, nous dit Xixon. Bon, voilà, bref. Ouais, Voilà c'est les, ça, c'est la Russie qui refuse. voilà les rendez-vous de demain. Donc, ces 3 rendez-vous là qui sont au menu d'une belle journée. Pour Baptiste, ça sera lundi, la plus belle des journées, hein, on est d'accord? Ou pas? Euh, Ou pas?
Je sais pas si on fera peut-être. Je sais pas si on fera le live, parce que maintenant qu'on a vu que tous les matchs sont dispo sur YouTube, il y a moyen qu'on fasse des lives, très clairement, de Coupe d'Asie. Pour le coup, on est assez tranquille, puisque comme il n'y a aucune chaîne de télé française qui s'en occupe, ben autant qu'on s'amuse nous. Donc on verra, il y aura probablement des lives qui vont se faire. Je sais pas si on fera le Corée du Sud-Bahreïn de lundi prochain, peut-être pour le plaisir de défoncer tous les noms coréens, hein, histoire que je ravive la tradition en 2024, hein, Baptiste. Ça te ferait Ah plaisir, bah je il pense. faut. Il faut, Bah on est il faut. d'accord. Sachant que le prochain, je pourrais pas le faire. Et oui, parce que, Jordanie-Corée, je ne pourrais pas. et Je oui, serai dans un avion. et oui, parce que si vous ne le saviez pas encore, Monsieur Mourigal part s'installer en Corée du Sud. Voilà. Et je crois que tu l'as expliqué hein, sur Exactement. les réseaux sociaux. Hein. Ouais. Mm. Donc les prochains, ça serait le seul live que je pourrais faire. Je vois des messages qui sont très très drôles. Le Kim 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 Ikim. Pour ceux qui ont la ref, on a la ref. Ah, moi Ah j'ai la ref. bah, Et le mais Kim Nam 2 aussi, c'est vrai. c'est ballot parce qu'il y a un Kim qui est blessé. Ah, ça va péter le Kim Kim Kim. Ah mais t'as la ref du Kim 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 Ikim? Bah oui, Donc voilà. c'est Kim 2 aussi là. Je sais plus qui disait que ça là. Il y en avait un qui l'appelait 2 au lieu d'appeler Ouais. Kim Nam Je sais 2 plus qui c'est. au lieu de Nam Kim 2, Nam voilà. Kim Nam 2. Et merci Kim à Nam Thomas Est et TTTT. Il y a 4 T. Je crois que j'en ai oublié un pour le follow. Merci à toi. Tu vas écoute, je pense que tu vas être le dernier follow de l'émission puisqu'on arrive au bout de cette émission, de cet épisode 2. C'était un plaisir de le partager avec vous. Merci Baptiste de m'avoir accompagné. Pas de souci. Et puis bah nous on va essayer enfin de se mettre dans l'ambiance Corée pour lundi là. Bah ouais, on Ça va va faire. monter gentiment pour Ah, aller va se faire faire monter sortir, gentil. se faire sortir en huitième de finale et puis après de dire ah bah il avait pas assez de temps, bah c'est pas grave. Alors, en même temps, c'est pas facile de faire une équipe Football Manager depuis la Californie. Hein. Ah bah et surtout en 6 mois. Ouais, surtout en 6 mois. Et bon, écoute, on Ça en fait même verra. pas un an qu'il a la tête de l'équipe. On Ouais, verra c'est vrai, lundi. c'est Thierry Gilardi. Peut-être qu'on fera un live lundi de la Corée du Sud. Si vous voulez voir Baptiste insulter en allemand Jürgen Klinsmann, ça sera lundi midi et demi. Je verrai si on peut faire un live. Je pense que c'est jouable. Donc il y a moyen qu'on live le match tranquillement, qu'on se pose devant YouTube et qu'on écoute Baptiste insulter des mères. Ça sera très drôle. Même si bon, c'est Non. Bahreïn, ça devrait aller quand même. Ah si tu bats pas Bahreïn, tu prends tes valises, tu rentres. Hein. Ah oui, tu joues pas les matchs qui suivent. Hein. Ah bah non, ça sert à rien. Enfin voilà. Bref, écoutez, on va en rester là. Merci à tous ceux qui ont été dans le chat. Merci à ceux qui vont qui ont suivi cette émission en rediff, en replay. C'est dispo sur YouTube. Ça dérive sur les plateformes de podcast dans la foulée aussi. On va se retrouver demain aux alentours de 23h, hein, comme aujourd'hui, en fonction de quand se termine le match de 21h en Coupe d'Afrique. Vous avez vu que ça avait pris un petit peu de retard ce soir, mais voilà, c'est aux alentours de 23h pour débriefer la journée. On sera avec Farouk, et on aura Monsieur Letko qui, lui, se fait un marathon demain, puisque si je me rappelle bien ce qu'il m'a dit hier, il s'enchaîne les 3 matchs de Coupe d'Asie depuis les tribunes, en espérant cette fois-ci qu'il puisse voir les matchs, qu'on le laisse entrer. Mais bon, non, ça devrait aller, il n'y a pas d'histoire d'avion. Il faut qu'il enlève son maillot de l'OM. Voilà, on se retrouve demain. Bonne nuit à tous. Bon match pour ceux qui vont les suivre demain. Et puis donc, voilà, je le disais, à demain. Salut tout le monde.